Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cet hémicycle de la région Grand Est. Je suis ravie de vous accueillir et la région Grand Est est ravie de vous accueillir. Donc je me présente juste, je suis Gabrielle Rosner-Bloch, vice-présidente de la région Grand Est. Et je représente aujourd'hui, ce soir, le président Jean Rotner. Voilà. Je dois dire que lorsque j'ai eu la proposition de venir représenter le président pour cette soirée, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça m'intéressait beaucoup. Qui n'est pas intéressé par ce problème de santé publique, qui est aussi et surtout un problème de santé, enfin un problème personnel, enfin qui touche personnellement les gens et qui touche surtout l'intimité, c'est-à-dire les familles. Je voudrais souligner que donc, pardon. Quand je dis que ça touche les familles et que ça touche évidemment ce qu'elles ont de plus cher, les enfants. Parce que voir son enfant grandir, évidemment, est un bonheur que chacun a envie de vivre. Et le voir s'enfoncer dans des comportements alimentaires extrêmes, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, c'est une souffrance. Surtout quand une partie de la société ou quand la société et par son environnement médiatique, par tout ce que nous voyons, nous sommes soumis à des images en permanence, et des images de corps parfaits, des images de minceur extrême. Et on a souvent envie de crier « stop » ou d'hurler. On dit « mais vous vous rendez compte qu'est-ce que ça peut faire sur des jeunes esprits, sur des enfants, enfin sur des adultes en formation plutôt. Quelle influence, quelle pression ça peut avoir ?» Et le résultat, c'est voilà, des eating disorders, comme on dit, des désordres alimentaires qui peuvent être extrêmes. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que on a tous connu des enfants qui sont devenus des jeunes anorexiques. Ou avec des eating disorders. Et pour ma part, en tant que maman, puisque je suis là en tant qu'élue, mais je suis aussi là en tant que maman, c'était une crainte et une angoisse constante lorsque je voyais mes filles grandir. Et j'entendais évidemment dans mon entourage, parce que c'est tellement fréquent, des jeunes, des enfants d'amis ou même de famille qui s'enfonçaient comme ça, qui arrêtaient de manger, etc. C'était vraiment une angoisse lorsque les enfants, mes enfants grandissaient, lorsqu'ils grandissaient. Et pour autant, je voudrais souligner que la prise en charge a beaucoup évolué par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans. Alors évidemment, je laisserai les médecins en parler. Ça n'est pas mon rôle, mais moi, comme simple citoyenne, je l'ai constaté. Comment est-ce que aujourd'hui, en fait, on prend beaucoup plus et beaucoup mieux en charge les adolescents. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage aussi à votre association, messieurs, donc la RTA, qui accompagne et soigne ce réseau, en tous les cas, d'association de réseau des thérapies de troubles alimentaires, donc qui accompagne les traitements et qui soutient les familles surtout, parce que je le sais, elles en ont terriblement besoin. Je précise encore que la région Grand Est et notre président Jean Rotner, on a le souci de la prévention et de la santé de nos jeunes. C'est une des missions sur lesquelles nous travaillons, nous allons travailler en tout cas lors de ce mandat. Je crois même que ça a déjà commencé dans le mandat précédent et que ça va continuer. En tout cas, nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour la santé des jeunes. Voilà. C'est pourquoi votre sujet pour ce soir m'a paru particulièrement pertinent. Comment prendre soin du corps au-delà de la question ou du problème du poids.
puisque c'est de cela qu'il s'agit, de santé et prendre soin de son corps. Effectivement, on peut être très mince et très belle, très beau, et en fait en très mauvaise santé. C'est vraiment le paradoxe de cette maladie, de l'anorexie boulimie. Enfin, un des paradoxes. Encore une fois, je m'engagerai pas trop dans l'analyse de la maladie. Voilà. Donc, merci d'être là, et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci surtout à messieurs, au docteur Guingamp et Loisel, d'avoir organisé cette soirée. Voilà. Voilà, bonsoir. Donc, bienvenue à notre conférence annuelle. Hein. Enfin, parce que c'était la conférence organisée l'année dernière, en 2020, qu'on avait dû annuler au dernier moment. Et monsieur Loisel nous a assuré, effectivement il est là ce soir, qu'il reviendrait en 2021. Donc monsieur Loisel, Johan, docteur Loisel, est psychanalyste pédopsychiatre et responsable d'une unité de jour pour adolescents à l'Institut mutualiste Montsouris à Paris, où travaillait le docteur Jamet, qui était déjà venu ici, qui avait inauguré ce cycle de conférences en 2011, et le docteur Korkos, qui était là en 2016. L'anorexie mentale et la boulimie, son alter ego compulsif, sont deux pathologies par définition psychosomatiques et par définition féminines. En effet, avec un sexe ratio de 9 femmes pour un homme, ce sont les pathologies psychiques les plus féminines qui soient. Le corps et l'image du corps, ils sont au cœur de l'enjeu, et donc le corps et l'image du corps, du côté féminin de la force essentiellement. Connaissez-vous d'autres maladies qui permettent à une jeune fille d'inverser les transformations pubertaires et de se retrouver avec un corps de petite fille, et de surcroît avec l'esprit qui va avec, tant on observe de régressions affectives et de résurgence de peurs infantiles qu'on croyait à jamais disparues. Elle était très autonome et maintenant, elle est collée à moi et a peur de tout, nous disent régulièrement les mamans. La lecture classique des maladies psychosomatiques est de dire finalement que c'est le corps qui parle à la place du sujet. Le corps envoie des messages. Si on adopte cette lecture, quel message alors envoie le corps de l'anorexique s'il fallait n'en retenir qu'un seul? Quel message envoie-t-il à maman, à papa, à la sœur, aux frères et à la face du monde en général? La première réponse qui vient toujours à l'esprit, c'est, donc là c'est le corps qui parle, non, non, je ne veux rien sentir, rien ressentir, rien désirer, rien manger, etc., etc. Si on ne retient que ça, et comme ce sont des filles, la tentation générique de l'espèce va être de répondre: alors là, ma petite fille, on va t'apprendre à dire non. Tu vas voir qui c'est le boss ici. Et ce faisant, on entre dans un rapport de force qui risque de fixer la maladie pour des années, voire pour la vie entière, et qui les rend littéralement indomptables, du titre du fameux livre de Ginette Rimbaud et Caroline Eliachev. Mais si au lieu de penser et d'agir comme si le corps de l'anorexique disait non, on pense et on agit comme s'il disait « Help me !»« Aidez-moi !»« Aidez-moi, j'ai peur !» Ça change tout. Et l'analogie avec le film de l'exorciste n'est pas totalement farfelue, car vous savez tous ici que 8 fois sur 10, elles décrivent une petite voix dans la tête qui les possède et qui les a mis sous emprise. Au passage, cette voix n'est pas une hallucination, c'est un phénomène à la fois ultra fréquent et totalement sous-étudié. Aucun manuel de psychiatrie n'en parle. Celles qui en parlent, ce sont les anorexiques elles-mêmes, et quasiment toujours celles qui écrivent leur histoire. Autrement dit, celles et ceux qui ont pu sortir les mots MOTS ou MAUX, comme vous voulez, de leur corps, et parfois qui ont pu se reconstruire par l'écriture. Nous allons donc voir avec Johan Loisel pourquoi ces pathologies, et plus largement peut-être toutes les situations adolescentes en lien avec un sentiment interne d'insécurité, pourquoi il est fondamental d'entendre le message de ce corps qui a peur et d'imaginer des manières de l'aider sans l'effrayer encore plus. Ce qui se passe inexorablement si le seul discours qu'on lui tient, c'est « mange ».
Pourquoi donc et comment prendre soin du corps au-delà du poids? Je laisse donc maintenant la parole à Johan Loisel. Bon, merci à vous. J'étais assez impatient de pouvoir enfin arriver ici. On a commencé à discuter ensemble avec Pascal Guingamp, que je remercie très chaleureusement de son invitation, de même que je remercie bien sûr le réseau ARTA et la région Grand Est. Merci à vous. Mais on a commencé à discuter un petit peu ensemble il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Enfin, la crise sanitaire avait déjà commencé, mais on pensait qu'on allait être au creux d'une vague qui allait durer, et puis finalement la vague est remontée, donc il y a eu une soirée annulée. Et c'est vrai que pour parler du sujet de ce soir, que j'ai centré moi sur les médiations corporelles, je vous dirai bien sûr très vite ce que j'entends par là, et de quelle manière ça me paraît particulièrement indicable pour les troubles du comportement alimentaire. Bon, c'est vrai que moi, je me suis trouvé personnellement, en tant que soignant, et puis encore plus peut-être en tant qu'intéressé par les médiations corporelles, très démuni par la crise sanitaire, voilà, qui a imprimé un drôle de tour à nos pratiques quotidiennes. Et ça devenait très, très difficile, évidemment, de parler du corps, tel qu'on peut en parler dans les médiations corporelles, avec ce commandement de ne pas se toucher. Évidemment, hein, ça a quand même imprimé une espèce de moratoire, pour le coup, on pourrait le dire comme ça, une sorte de moratoire sur la pratique des médiations corporelles, une sorte de pause forcée, bien entendu, assez douloureuse, pour les professionnels avec lesquels je travaille, mais aussi pour les patients. Hein. Moi, je m'occupe d'une unité de jour pour adolescents. À l'intérieur de celle-ci, il y a un certain nombre de troubles du comportement alimentaire, purs et durs, je dirais, anorexie restrictive, boulimique, mais plus fondamentalement, cette unité de jour pour adolescents entre 13 et 18 accueille des troubles de personnalité. C'est le tiroir assez vaste, assez fourre-tout, des troubles limites. Parmi ceux-ci, il y a des troubles du comportement alimentaire, bien sûr, mais c'est pas la seule pathologie accueillie. Mais disons que les troubles du comportement alimentaire, en particulier l'anorexie, représentent en quelque sorte une espèce de modèle, de modèle comme ça, symptomatique, quasiment cristallisé à l'état pur des troubles limites. Bon. Je travaille à l'intérieur d'un département de soins qui est l'Institut Mutualisme Montsouris, qui s'est fait connaître plutôt bien pour son soin d'évoluer aux troubles du comportement alimentaire. Hein, effectivement, c'est un lieu de soins qui a été construit, enfin pas construit à main nue comme ça, mais enfin pensé, élaboré par le professeur Philippe Jamet, qui a créé l'unité de jour dans laquelle je travaille. Philippe Jamet est parti il y a quelque temps maintenant, 2005-2006. C'est le professeur Corcos, que certains d'entre vous ont vu, donc il y a quelque temps, voilà, qui a repris la responsabilité de ce département de soins, où j'ai le plaisir donc de tenir cette unité de jour pour adolescents. Je vous précise un petit peu le fonctionnement comme ça, juste pour que vous imaginiez d'où je viens et à partir de quelles pratiques surtout, hein, je vais vous parler ce soir, pour que vous imaginiez le département de soins dans son ensemble. Il y a une unité de soins longue durée moyenne des soins 7-8 mois, en tout cas entre 6 et 8 mois, avec une majorité de troubles du comportement alimentaire, hein, plutôt restrictifs. Il y a une unité de crise, d'urgence, une unité de consultation et puis une unité de jour. Quand les jeunes gens vont mieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus obligés de rester dans une hospitalisation temps plein, mais qu'ils vont pas suffisamment bien pour retrouver l'ensemble de leur vie habituelle, scolarité par exemple, eh bien ils poursuivent leurs soins à l'unité de jour. Hein. Donc nous, à l'unité de jour, on accueille des patients donc plutôt limites, un bon nombre de cas de troubles du comportement alimentaire, anorexie boulimique, mais qui sont dans des soins qui ne nécessitent pas de démarche médicale pressante, impérative, comme par exemple la pose d'une sonde, un contrat de soins, un contrat de poids, etc. C'est un autre temps du soin, peut-être un petit peu plus tranquille. Moi, je vais parler de cette place-là, mais je ferai forcément des allusions aux autres unités de soins, à des soins plus en aigu. On a parlé, oui,
on a parlé, enfin, c'est l'introduction toujours, mais c'est vrai que cette crise sanitaire, bon, elle a forcément coloré notre vie, elle a déséquilibré un certain nombre de choses, elle a coloré les protocoles de soins, bien entendu. Et puisqu'on parle de crise, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. C'est un peu comme quand on parle de la crise d'adolescence. Ce qui fait crise, c'est pas tant qu'il arrive quelque chose d'inattendu, de nouveau, enfin d'inédit. Hein, ce qui fait crise, c'est avant tout que les équilibres antérieurs de personnalité à l'adolescence, le narcissisme, pour employer un mot un peu technique, n'est pas suffisamment armé, n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment résistant, c'est-à-dire souple. Hein. Résistant, ça veut dire être souple. C'est le roseau, le roseau qui peut plier mais qui ne casse pas. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment solide, suffisamment résistant et suffisamment souple pour encaisser un facteur inédit qui arrive. Alors à l'adolescence, la crise d'adolescence, lorsqu'elle est cataclysmique, évidemment, c'est la puberté qui arrive sur un équilibre de personnalité qui est un peu trop précaire, insuffisamment solide. Pour la crise sanitaire que nous avons vécue, les grandes lignes de force, c'est avant tout que l'hôpital n'était pas en moyen d'accueillir une pathologie nouvelle, alors que ça faisait des années quand même que les soignants faisaient état de la paupérisation des lieux de soins et du fait qu'il suffirait d'une prochaine grosse épidémie. Hein, on ne parlait pas d'un virus nouveau, mais on parlait de grippe, on parlait d'une gastro, d'amplitude un peu inhabituelle. Et puis voilà, ça allait mettre le bazar. Donc ça c'était connu. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que je pense que nous, soignants, nous en psychiatrie, on a à prendre compte de comment la société, finalement, s'occupe des jeunes, comment on s'occupe de nos jeunes, comment on s'occupe de nos enfants, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que médecins, en tant que politiques, pour les amener à négocier de façon suffisamment heureuse, harmonieuse, et pas en versant dans la destructivité, pour les amener à négocier ce choc que va être la puberté, le choc de l'adolescence. Voilà comment les assises de la personnalité se sont constituées. Eh bien, je trouve qu'à l'intérieur de cette crise sanitaire, il y a deux choses qui se sont mises en tension. C'est la notion de temps et une autre notion que moi j'aime beaucoup, qui m'importe beaucoup dans le cadre des médiations corporelles. Donc sans doute je reviendrai beaucoup là-dessus, mais à côté du temps, le temps qu'il faut, dans le soin. Qui dit encore dans la société à un jeune, mais il faudrait peut-être prendre ton temps, il faudrait peut-être prendre un petit peu de temps. Tu vois, ce temps, il est à apprendre. Il est à apprendre et il est à apprendre. Qui dit encore ça? Pas grand monde. Nous vivons dans une société qui est une société d'accélération. Voilà, et je trouve que la crise sanitaire a amené quelque chose de tout à fait compliqué pour se repérer dans quel temps nous vivions et quel temps nous avions. J'en donnais un exemple concret tout à l'heure. On se prépare à faire une conférence courant 2020, donc on se projette un petit peu. Et puis on apprend que non, ça ne sera pas possible. Et on est conduit à se projeter dans un temps qui, pour le coup, est complètement indéterminé. Ça, c'est quand même très inconfortable pour la pensée. Bon, Pascal Guingamp et moi-même, et puis vous-même, j'imagine bien, on a tous des assises de personnalité suffisamment solides. On résiste à ça. On résiste à ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont beaucoup moins de moyens intérieurs de résister à cette torsion comme ça du concept de temps. Et à côté du temps, je trouve qu'une autre notion clé pour comprendre ce qui peut poser souci à l'adolescence, ce qui aura posé souci dans cette crise sanitaire, à côté du temps, c'est le tendre. Ce que j'appelle le tendre, à la suite d'autres penseurs, bien sûr, dont le plus éminent est évidemment Pépé Sigmund Freud, qui a décrit le courant tendre. J'en dirai un mot sans doute, mais il y a plusieurs penseurs qui ont parlé du temps, qui ont parlé du tendre. Et qu'est-ce que c'est que le tendre? C'est peut-être juste comment on est capable de serrer quelqu'un qui nous importe dans ses bras. De percevoir le besoin d'enveloppement, de contenance que cette personne a, dont cette personne a besoin, et comment on va pouvoir l'emmailloter de nos bras, comment on peut tenir nos propres enfants, les tenir pour montrer combien on tient à eux.
Voilà. Et là, avec cette crise sanitaire, ne serait-ce que se tenir dans les bras, c'est devenu assez compliqué, hein, finalement, tout simplement, très, très prosaïquement. Hein. Alors vous avez vu, maintenant, on se serre plus la main, évidemment, on s'embrasse plus, mais on se fait des gestes comme ça, etc. C'est tout de suite un peu plus belliqueux, quoi. C'est tout de suite un peu plus belliqueux. Et puis, comme s'il y avait une espèce de précarité préexistante du lien social, du lien qui peut tous nous unir, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus de mesures barrières, hein, comme si l'autre était dangereux, comme si le lien à l'autre était dangereux, par nature. Hein, c'est pas une question seulement de virus, mais comme si le lien à l'autre était naturellement dangereux, on a parlé beaucoup plus de mesures barrières que de mesures de protection, hein, finalement. Voilà. Donc ça exprime quelque chose. Ça exprime quoi? Ça exprime que ce paradoxe central. Il y avait le mot paradoxe tout à l'heure dans les petites présentations. Le paradoxe central de l'existence, c'est quoi? Le paradoxe central de l'existence, c'est que pour être moi-même, pour devenir moi-même, pour savoir qui je suis, j'ai besoin des autres. J'ai peut-être besoin que d'un autre. Après tout, hein, peut-être je peux m'en sortir dans la vie qu'avec un autre, peut-être même un grand autre, sait-on jamais. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre, hein, pour être moi. Et ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui se met en très grande tension lorsque les équilibres de personnalité sont un peu fragiles, un peu vulnérables, et notamment à l'adolescence, et peut-être celle qui nous montre ceci en plein, c'est la patiente anorexique, évidemment. Hein, patiente anorexique, où tout ce qui pourrait être nourrissant, qui viendrait de l'extérieur, est vécu comme quelque chose non pas de nourrissant, mais de toxique. Hein, quelque chose qui va prendre le pouvoir, en passant de l'extérieur à l'intérieur, ça va prendre le pouvoir à l'intérieur. C'est un peu, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le syndrome du cheval de Troie. Hein. Alors ce syndrome du cheval de Troie, qu'on pense au récit d'Homère ou au truc des informaticiens, le syndrome du cheval de Troie, on l'a tous en nous. C'est-à-dire que la relation avec l'autre, elle est toujours un petit peu menaçante, si on y réfléchit bien. Hein. Et ces derniers temps, elle est devenue encore plus menaçante. Voilà, hein, pour les raisons sanitaires sur lesquelles je vais sans doute cesser de revenir maintenant. On voit un petit peu le contexte, comme ça. Alors Pascal Guingamp, à propos du temps et du tendre, restons un petit peu sur le temps qu'il faut à la puberté, c'est vrai, Pascal Guingamp a bien montré combien les troubles qui surviennent à l'adolescence sont des troubles du temps et du tendre. Hein, Pascal Guingamp, il parlait de cette capacité de la maladie, l'anorexie, mais les autres maladies, troubles limites, boulimie, etc., c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire ça fait régresser, ça arrête la course du temps. D'un coup. Hein. Alors pour l'anorexie, encore une fois, c'est peut-être le plus caricatural, j'oserais dire, puisque vous savez, les signes, les caractères sexuels secondaires se résorbent, disparaissent, voire n'apparaissent pas du tout, hein, en cas d'anorexie prépubère. Comme si le patient avait cette capacité folle, bien sûr, d'arrêter la course du temps. Donc inverser les transformations pubertaires, voilà un signe qui montre combien ces maladies sont des maladies du temps vécu, du temps qu'il faut supporter, du temps qu'il faut apprendre, je dirais. Hein. Et puis, moi je rajouterais à côté du temps, toujours par marotte personnelle, le tendre, c'est une maladie tout autant du tendre, du lien tendre que l'on a avec soi. Hein, Comment on réussit à avoir un lien tendre avec soi-même? Peut-être en passant... Je vais essayer d'éviter le jargon psy, mais peut-être en passant par l'auto-érotisme, hein, c'est-à-dire cette qualité de plaisir que l'on retire à la base en ayant joué avec quelqu'un d'autre, en ayant été nourri par quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, au passage, on en retire du plaisir, ce plaisir s'intériorise et amène la possibilité de rêver, d'occuper son temps, d'apprendre le temps en rêvant un peu. Voilà. Et ça, c'est une manière d'être tendre avec soi-même que d'avoir développé les moyens de se raconter des petites histoires, hein, pour ne pas être dépassé par les excitations, par les impulsions.
Au lieu de ça, les maladies à l'adolescence souvent montrent une incapacité de ces jeunes patients à pouvoir se traiter tendrement, être tendre avec elles-mêmes. Hein. Alors c'est recouvert par tout un tas d'exigences, hein, de satisfaction uniquement si certaines performances, notamment scolaires, mais pas que, sportives aussi, etc. La satisfaction, l'autosatisfaction ne va venir que si les performances sont vraiment remplies à un niveau très très élevé. Hein. Et c'est pas tant que ces patients veulent écraser les autres, c'est qu'ils veulent s'écraser eux, d'une certaine manière, c'est-à-dire écraser tout doute qu'ils pourraient avoir sur eux-mêmes, hein, en ayant comme ça une exigence qui est toujours mesurable. Alors c'est 20 sur 20, c'est à l'inverse le poids le plus bas possible, etc. Bon, voilà, il y a une échelle de mesure qui est mesurée, qui est chiffrée, qui est absolument impitoyable. Hein. D'une manière ou d'une autre, c'est impitoyable, c'est certainement pas tendre. Et puis ce qu'on voit chez ces patients aussi, à la place du tendre, c'est ce besoin souvent d'une espèce de contenance hypertonique. Je dirais. Hein. Alors, l'expression clinique de ça, ça peut être par exemple l'hyperactivité. Mais ce sont des corps, souvent, on pourrait le dire, qui ne vont pas se laisser aller. Hein. Se laisser aller, c'est presque la mort. Hein. C'est ce qu'elles nous font vivre, ces patientes. Hein. Alors l'anorexie, à la différence d'autres sémiologies limites, enfin d'autres troubles, d'autres expressions cliniques du trouble de personnalité limite, la patiente anorexique, c'est celle qui le plus va intérioriser toutes ces exigences-là, toute cette hypertonie, et va avoir pour contenance, qu'est-ce que c'est que la contenance, hein, c'est le besoin de tenir quelque chose, le besoin de sentir quelque chose pour sentir sa propre pensée, pour sentir sa propre identité. Hein. Eh bien, tout ça va être très intériorisé chez l'anorexique, hein, et pratiquement adressé qu'à son corps propre. Corps propre, hein, vraiment, c'est-à-dire un corps qui aura su évacuer toutes les... salissures, parce que c'est évalué comme ça, c'est ressenti comme ça, toutes les salissures de la vie pulsionnelle, on pourrait dire, hein, de la vie pubertaire, de la vie en relation. Et puis les autres sémiologies limites que je vois beaucoup à l'unité de jour, bon, bah, elles, par exemple, les boulimiques, les autres troubles limites, souvent, y a un petit peu plus de choses qui s'extériorisent. Hein, et le narcissisme, le besoin de pouvoir compter sur quelque chose pour se sentir suffisamment bien, eh bien, va passer par la relation avec d'autres, par des comportements qui vont davantage s'extérioriser, passant par exemple par des dépendances agies, par le recours à des produits, à des toxiques, etc. etc. Chez l'anorexique, c'est beaucoup moins fréquent. C'est beaucoup plus pur, beaucoup plus uniquement tourné vers l'intérieur chez l'anorexique. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Au fond, pourquoi mettre un tel couvercle sur tout ce qui pourrait pulser, déborder peut-être parce que le trouble limite, vous pouvez tout à fait le considérer, j'espère que je suis assez clair, j'ai le petit défaut de parler trop vite parfois, et puis bon. Mais quand je dis trouble limite, c'est à l'intérieur de ce grand tiroir un peu fourre-tout. Vous pouvez mettre les phobies scolaires, vous pouvez mettre les borderline, mais il y a les anorexiques, et les anorexiques représentent la version la plus pure du trouble limite. Voilà. Bon, pourquoi mettre un tel couvercle comme ça? Pourquoi s'acharner à une telle maîtrise sur ce qui peut pulser à l'intérieur du corps? Eh bien parce que vous pouvez tout à fait considérer, ça n'est qu'une image, mais on peut considérer ça comme ça, je crois, que le trouble limite, c'est un peu ce qu'il vit, c'est un petit peu comme une goutte d'eau, l'émotion pour lui, l'émotion, tout ce qui pourrait comme ça pulser, hein, l'émotion, c'est une goutte d'eau sur un morceau de sucre. C'est-à-dire ça fait fondre, hein, ça fait fondre. Et voilà, on retrouve ce que je vous disais au tout début, ce qu'on appelle les assises de personnalité, comment la personnalité s'est constituée suffisamment solidement, comme ça, avant le grand choc de la puberté. Eh bien voilà, cette personnalité est en menace de fondre.
Ça fait un peu bizarre, dit comme ça. Mais vous pouvez penser au tableau de Francis Bacon, par exemple. Pensez au tableau de Francis Bacon, on peut tous en avoir en tête, et où on voit ces personnages. Alors, chez Bacon, c'est souvent des visages. Hein, mais, enfin, peut-être on voit ces tableaux-là instinctivement en premier, les visages. On voit des visages en train de fondre. Hein. Et le patient limite, il est animé d'une même angoisse. Hein. Mais qu'est-ce qui provoque cette fonte, cette fusion, hein, ce visage qui se dévisage? Eh bien, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal Guingamp quand il dit « aidez-moi, j'ai peur hein, ». Tout à l'heure, il faut entendre l'anorexique qui dit « aidez-moi, j'ai peur ». C'est vrai. Je suis vraiment un tout petit peu pas d'accord. En fait, je pense qu'il a plutôt raison, Pascal Guingamp. Aidez-moi, j'ai peur. Il y a une grande peur, il y a une grande terreur. Mais l'essentiel, c'est de savoir de quoi. Hein, de quoi on a peur? Eh bien, on a peur de l'émotion. Et pourquoi on a peur de l'émotion? Eh bien, parce que celle-ci est explosive. Voilà. Et pourquoi elle est explosive? Parce que, d'une certaine manière, elle n'a pas été apprise, cette émotion. Elle n'a pas été tamisée, elle n'a pas été filtrée. Elle appartient à une espèce de monde étranger chez le patient limite. Pour autant, elle est à l'intérieur. Vous voyez un peu le paradoxe, hein, qui rejoint ce paradoxe. Pour être moi, j'ai besoin d'un autre. Eh bien, c'est vrai que pour être moi, j'ai besoin d'un autre. C'est la problématique du cheval de Troie. Et grandir souplement, sereinement, harmonieusement, ça veut dire que progressivement, j'accepte qu'il y a des autres à l'intérieur de moi. Qu'il y a à l'intérieur de moi-même certaines choses que je ne peux pas comprendre. Pas comprendre au sens étymologique, pas totalement maîtriser. C'est à l'intérieur de moi, mais je ne peux pas totalement le maîtriser. Il y a en moi, porté par mon corps, évidemment, une irréductible, une implacable zone d'étranger, d'étrangeté, on pourrait dire, d'étrange étranger. Et ça nous constitue tous, et on peut l'expliquer de différentes manières. Y a un neurologue, alors ça c'est une description qui a été reprise dans les critères OMS de la santé. Hein, vous connaissez une des définitions des critères OMS, c'est l'axiome du neurologue Le Riche qui disait « la santé c'est le silence des organes ». Bon, c'est une définition un peu moche parce qu'en fait le silence des organes ça serait plus la mort que la santé. Hein. La santé c'est plutôt l'inconscience des organes. C'est-à-dire je suis en train de vous parler, j'essaie de me concentrer bien entendu sur le sens que je souhaite vous transmettre, ce que je veux partager avec vous. Mais pendant ce temps-là, mon corps gesticule un peu. Je ne suis pas forcément concentré sur ces gesticulations-là. Je suis en train de respirer pendant que je vous parle, mon cœur bat. Enfin, il y a toute une vie physiologique, évidemment, qui m'habite. Et cette vie physiologique, je dois en être inconscient pour être suffisamment à l'aise, pour être en relation avec vous. C'est-à-dire que mon propre corps, il m'appartient, bien entendu, et c'est mon corps, hein, ceci est mon corps, évidemment. Mais en même temps, heureusement que je n'ai pas la pleine conscience de l'ensemble de ce fonctionnement corporel. Sinon, je serais envahi, je serais transi de je ne sais pas quoi, je ne pourrais même pas dire quelle émotion m'habite, je serais envahi par mon fonctionnement corporel. Voilà. Donc la vie... La croissance, c'est savoir construire des limites comme ça, des zones d'inconscience sur ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Hein. Et donc, au bout d'un moment, on peut très bien se dire, hein, en particulier à l'adolescence, il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir le tolérer. Ce fonctionnement physiologique, ce corps qui se transforme singulièrement à l'adolescence, eh bien, je le laisse un peu dans l'ombre. C'est un étranger qui m'habite, mais... je le tolère très bien et c'est ça qui me permet de le tolérer, c'est ça qui me permet de bien fonctionner. Et là, il y a quelque chose pour le patient limite qui est pratiquement impossible à tolérer. Ou du moins, il y a quelque chose, on est là sur le petit point irritatif, hein, exquisément irritatif, qui fait très peur, qui provoque un effroi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, si ça se trouve, me contrôle, m'asservit, est plus fort que ma pensée consciente. Voilà comment le trouble limite le ressent. C'est pas la préoccupation, c'est pas une angoisse de vide. La préoccupation au tout début, c'est pas de ne sentir rien du tout. La préoccupation, c'est de trop sentir. Et si on sent trop, ça provoque, comme la goutte d'eau sur le morceau de sucre, ça provoque quoi? Ça provoque une désorganisation.
Et donc, il faut s'équiper, il faut construire, après la puberté, de nouveaux moyens de défense contre cette désorganisation aux aguets. Alors, c'est en principe là que démarre l'anorexie. En principe, c'est après la puberté, dans le plus grand nombre de cas. Hein, voilà. Mais ce sont souvent des patients qui, si on regarde bien l'histoire clinique, ont construit avant ça, avant le déclenchement de l'anorexie, déjà une vie qui était... oui, un peu tourné vers les satisfecit, vers les exigences idéales, et pas tant vers des relations tout à fait vivantes, harmonieuses, joueuses, un peu malmenantes, un peu bousculantes avec les autres. C'était déjà des patients, avant la puberté, qui étaient préoccupés de maîtrise, hein, de contrôle, d'un autocontrôle. Voilà. Et généralement, cet autocontrôle donnait plutôt de bons résultats, notamment scolaires, évidemment. Et donc, tout le monde y trouvait satisfaction. Et les choses continuaient d'évoluer comme ça jusqu'à ce que le signal biologique lié à la puberté désorganise, soit cette fois-ci trop fort à gérer. Et il faut mettre de nouveaux couvercles. Jusqu'à donner à penser à l'entourage qu'on ne sent plus rien. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que ça présente cette apparence-là. Hein, l'anorexique ne sentirait plus rien. En fait, j'espère que vous voyez là où je veux en arriver, c'est-à-dire que il s'agit d'aider ces patients limites, évidemment, lorsque les choses peuvent être proposées ainsi, à apprendre un petit peu mieux leurs émotions. Je le dis simplement, mais évidemment, vous pouvez me croire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein ? Apprendre, réapprendre cette chose qui a à voir avec le corps, l'émotion. Oui, l'émotion, c'est toujours corporel, hein, c'est toujours un signal biologique, toujours quelque chose qui se laisse entendre d'abord par une transformation physique, biologique. Hein. En fait, c'est là que je peux vous parler un petit peu du service où je travaille. C'est une unité de jour, donc créée par Philippe Jamet, qui a une pensée psychanalytique et on pourrait dire assez winnicottienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le soin va passer par la prescription de médiation, d'activité thérapeutique, pour le dire autrement, et en suivant un peu les idées de Donald Winnicott, eh bien, on va pas tant s'intéresser à ce que chaque médiation en propre est susceptible d'activer comme soin. Par exemple, si on fait une médiation sport, ça ne va pas activer les mêmes choses qu'une médiation poterie. Ça ne va pas faire travailler la pensée, le corps, de la même manière. Mais ça, Winnicott, il s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est pas tant l'intitulé, l'objet propre de la médiation, mais plutôt la qualité de relation qui va pouvoir se tisser à travers cet objet médiation. Vous me suivez ? C'est l'idée que pour être soi, j'ai besoin d'un autre, mais il faut que cet autre, lorsqu'il y a des vulnérabilités narcissiques, une fragilité comme ça dans l'individu, eh ben, il faut que cet autre avance un petit peu masqué, comme vous là. Comme vous. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire, il faut que cet autre passe par la médiation. On pourrait dire aussi, comme au billard, passer par la bande. Hein, voilà, par la bande. Alors la bande, la médiation, c'est effectivement aller faire du sport, aller faire de la poterie, mais à travers ça, il va s'installer, mine de rien, sans l'avoir posé d'emblée, il va y avoir la possibilité d'une relation avec un adulte de confiance, un adulte qui est là pour faire avec, hein, et pour relancer, en termes savants, ce qu'on pourrait appeler le processus de subjectivation, en tout cas, relancer un certain plaisir, peut-être, souhaitons-le, un plaisir à faire des choses, un plaisir à fonctionner, un plaisir à éprouver. Vous voyez, on retouche l'émotion comme ça, hein, assez rapidement, évidemment, dans ces activités thérapeutiques.
Bon, donc voilà l'idée d'un hôpital de jour qui prescrit des activités thérapeutiques. Normalement, ça passe par ça, hein, voilà, par la médiation. Pour faire quoi? Quel que soit l'objet de la médiation, bah, pour relancer un plaisir à se sentir faire des choses, à se sentir vivant, à se sentir fonctionner. Hein, et à pouvoir avoir des émotions qui soient enfin tolérables, supportables, donc profitables. Il y a une époque dans toutes nos structures de soins, dans toutes nos unités, je ne sais pas si c'est à cette époque-là que l'on faisait référence quand on disait le soin, c'était pas encore tout à fait ça. Il y a une époque où les choses étaient très orientées par la psychanalyse. Et peut-être pas seulement par la psychanalyse, mais par une espèce d'idéalisation de l'interprétation, une idéalisation du verbe. Et peut-être on peut toujours avoir ça en nous, cette idée que peut-être c'est ça qui peut déclencher notre orientation dans ces drôles de carrières, mais cette idée que peut-être on va trouver l'interprétation géniale, hein, qui va faire que ça va tout débloquer, quoi. Hein, voilà. Évidemment, chacun sait ici que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il a fallu que les soignants se décalent beaucoup du verbe. Et en particulier à l'adolescence, je pense qu'il a fallu faire un certain chemin pour admettre que ce qui comptait, c'était effectivement la médiation au sens de faire avec, être en relation avec, sans avoir besoin d'en dire quelque chose. Sans être même dans l'attente que quelque chose soit dit à cet endroit-là. Les adolescents sont hypersensibles à ça, en particulier les adolescents limites, qui ont toujours peur d'être... Alors comme ils ont un narcissisme troué, ils ont d'autant plus peur d'être percés à jour par les soignants, et que ceux-ci pensent des choses sur eux et les enferment dans leur théorisation, etc. Donc il faut pouvoir, et c'est tout un défi pour les soignants, faire des médiations presque comme, il ne faut pas que ça sorte d'ici, presque comme si on était dans un centre aéré, quoi. Presque comme si. Tout est évidemment dans le presque comme si. C'est-à-dire sans attendre quoi que ce soit, finalement, de cet adolescent, et encore moins en attendant que cet adolescent verbalise après l'activité quelque chose qui paraisse enfin un progrès sur les difficultés traversées. Et encore moins que le soignant verbalise quelque chose de trop pointu, de trop interprétatif. Parce que ça fait fuir l'état limite. Il se sent percé un jour. Si on a tort par une interprétation bien sentie, bon, on va se dire c'est pas très grave, mais l'adolescent se sent pas compris et ça suscite une intolérance. Il va se dire mais pourquoi je donne de mon temps à ces imbéciles là, ils n'ont rien compris. Et si on a raison qu'on a pointé quelque chose d'essentiel dans l'espace d'activité, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'adolescent se sent percé à jour, il se sent observé, scruté, et ça entrave directement son plaisir à pouvoir fonctionner à cet endroit-là. Fonctionner, c'est la capacité de pouvoir se lâcher un peu, abaisser le seuil d'autocontrôle. Donc il a fallu pour les soignants en psychiatrie, quand je dis soignant, je veux juste dire professionnel de la relation. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychomote, ça peut être un éduc, ça c'est un peu le plateau technique agréable de l'hôpital de jour dans lequel je travaille. Donc ça peut être psychologue, psychomotricien, éducateur, ergothérapeute, infirmier, psychiatre, bien sûr. Hein. Voilà. Donc on se laisse aller à faire des activités, bien entendu. Donc on se décale du verbe. Et c'est vrai que ces derniers temps, le corps est peut-être devenu plus à la mode depuis quelque temps, et peut-être c'est une conséquence heureuse de s'être décramponné de l'idéalisation du verbe. Toujours chercher des choses là avec nos interprétations, avec les mots, alors que ça se passe à l'adolescence beaucoup plus près du corps que du verbe. C'est cette histoire bien connue du type qui cherche sa montre sous un lampadaire. Alors on lui dit, mais pourquoi tu as perdu ta montre dans ce coin-là? Il dit, non, je ne l'ai pas du tout perdu là, mais là, il y a de la lumière. Donc ça mène à rien, cette histoire-là. Hein, ça mène à rien. Donc non, ne passons pas trop par le verbe à l'adolescence, mais plutôt par faire avec, hein, éprouver ensemble. C'est ça que ça veut dire faire avec, éprouver ensemble. L'adolescent très serré sur ses émotions, qui vérifie que le soignant, en même temps que lui, est affecté par quelque chose,
eh bien on retire tout de suite l'idée que cette affectation n'est pas si dangereuse que ça, au fond, et que lui-même peut se laisser aller, peut s'autoriser, peut se permettre peut-être à commencer à ouvrir ce sphincter émotionnel, hein, cette porte très, très, très serrée sur son monde intérieur. Voilà comment ça marche les médiations. Et à Montsouris, comme dans d'autres endroits, c'est vrai qu'on a poussé un peu le bouchon, on a privilégié beaucoup plus le relationnel à l'interprétatif. Alors pour autant, on ne supprime pas l'interprétatif, mais disons qu'on se fait plaisir entre nous, dans les réunions entre adultes. Entre adultes, on se dit « ah bah oui, on a pensé ceci, cela », mais pas dans l'espace de médiation. Hein. Mais on a poussé le bouchon jusqu'en allant vers une pratique maintenant très théorisée de ce que j'appellerais, pour cesser mon introduction et rentrer dans le corps du sujet, ce que j'appellerais les médiations corporelles. Mais les médiations corporelles, selon une certaine manière, c'est-à-dire c'est le corps qui est directement l'objet de la médiation. Et le corps sans en attendre trop. Je vais m'expliquer. La médiation corporelle, puisque tout est corps, hein, vous voyez, je disais tout à l'heure, je vous parle, je suis en train de gesticuler, forcément, donc mon corps parle aussi en même temps. Mais ça, ce n'est pas une médiation corporelle. La médiation corporelle, c'est vraiment, il n'y a que le corps, pas le verbe, pas le langage, pas un autre objet que le corps. Pour nous, la médiation corporelle, c'est plutôt des prescriptions de massage et des prescriptions d'enveloppement thérapeutique. Pour le dire à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne, les enveloppements thérapeutiques, le pack ou le packing. Dont je dirais un mot, bien sûr, hein, même s'ils sont prescrits moins fréquemment que les massages pour nos patients limites, a fortiori pour les patientes anorexiques. On pourrait ranger dans ce cadre des médiations corporelles la psychomotricité. Le corps est directement le média dans la psychomotricité. Je suis un peu ambivalent à l'idée de mettre la psychomotricité. S'il y a des psychomotriciens dans la salle, ils me diront, hein, je suis sûr qu'il y en a, ils me diront s'ils les rangent là-dedans. Mais pour moi, la médiation corporelle, que ce soit l'enveloppement thérapeutique ou le massage, le corps est la médiation. Le corps comme, en termes winnicottiens, retrouver, recréer, quelque chose comme ça. Et surtout, il n'y a pas... où il n'y a guère de méthode de départ. On n'est pas là pour observer quelque chose d'attendu. Il n'y a pas de méthodologie très serrée, très pointue, très codifiée, comme il peut y en avoir, par exemple, en psychomotricité. Ah oui, mais alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais je vais vous le dire maintenant. C'est compliqué J'aimerais bien illustrer mon propos de vignette clinique, mais en même temps, j'essaye de chercher en même temps que je vous parle. Et je trouve que c'est compliqué d'illustrer par des vignettes cliniques. Ça me viendra peut-être, mais avec la médiation corporelle, vu qu'il y a très peu de codification de ce que c'est en vrai, chaque séance est différente. À l'intérieur de chaque séance, pour ce qui unit les séances, c'est par exemple une série de packs d'enveloppement thérapeutique. Chaque série est individuelle aussi, enfin, et particulière. Donc c'est un petit peu difficile de saisir un instant, mais ça me viendra peut-être. En tout cas, toujours avant de rentrer dans le corps, quand même, des médiations corporelles, vous dire que le travail du soignant, c'est évidemment de devoir se décaler de son idéalisation du verbe, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on craint, au fond, lorsqu'on a affaire à des patientes anorexiques qui sont très amaigries, très dénutries, qui ont besoin de soins actifs, comme par exemple la pose d'une sonde. Ce qu'on craint, ce n'est pas vraiment de les gonfler avec nos interprétations, c'est pas ça, on constate vite que ça ne marche pas. Non, ce qu'on peut craindre, c'est d'avoir une approche uniquement technique, pragmatique, opératoire, qui ferait ressembler ce corps à un corps tuyau. Hein, vous voyez, l'ensemble de la personnalité serait un tuyau qu'il faudrait remplir avec, par exemple, la sonde. Et cette affaire-là, où il ne serait absolument pas question de parler des émotions, encore moins des sensations, hein, eh bien, c'est là où le patient peut nous entraîner. Hein, donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, évidemment, pour le contrat de poids,
pour une hospitalisation temps plein avec contrat de poids, avec séparation, pourquoi pas, et puis surtout contrat de poids, une approche comme ça, assez comportementale, assez dirigée sur le symptôme. Et puis, à un moment de cette prescription de soins, eh bien, il faut aussi que le patient rencontre une certaine ambiance relationnelle, quelque chose qui lui fasse penser que il ou elle, c'est plus souvent des filles bien sûr, elle n'est pas là uniquement pour être remplie. Le problème de l'anorexique, ou du moins un des problèmes de l'anorexique, c'est de pouvoir nous entraîner vers ce monde où l'émotion n'existerait plus. Voilà. Et où une approche uniquement technique, quasi chirurgicale, serait tout à fait pertinente. C'est pertinent un temps. Un autre problème de l'anorexique, et qui devient un problème pour le soignant, c'est l'espèce de conformisme, après tout, de l'anorexique. Très souvent, très régulièrement, lorsque la contrainte ne vient pas de l'environnement familial, mais est posée par des tiers, c'est-à-dire des soignants, une hospitalisation temps plein qui édicte un contrat de poids, ben voilà, vous pourrez avoir ceci, sortir quand vous aurez atteint tel poids, parce que c'est un objectif, on ne peut pas vous laisser continuer comme vous faites là. Eh bien, lorsque cette contrainte est posée par des personnes neutres, on va dire, en tout cas des personnes qui ne font pas partie de l'environnement familial, la plupart du temps, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire cette contrainte posée par des tiers est plus forte d'un coup que la contrainte que l'anorexique s'administrait elle-même. Il y a quelque chose d'assez libérateur. Et l'anorexique, assez régulièrement, va tout à fait manger nos prescriptions. Elle va manger nos prescriptions, mais bien souvent, elle ne va pas s'en nourrir en vrai. C'est-à-dire, elle va faire ce qu'il faut, quoi. Elle va faire ce qu'il faut. Et cette défense qui était là, en place, avant la puberté, bien souvent, une défense à type de conformisme, de donner le change, une défense, comme disait Winnicott, à type de faux self. Eh bien, cette défense continue dans le soin. Et la patiente est très agréable. On pourrait dire qu'elle donne toute satisfaction, mais vous avez sans doute déjà vu des histoires cliniques comme ça. Elle sort assez rapidement parce que le contrat de poids a été respecté, elle a pris du poids plus vite qu'on l'avait prévu même, et puis très rapidement, à l'extérieur, de nouveau, c'est la dégringolade. Et donc, il faut une deuxième hospitalisation qui, là, impérativement, souhaitons-le, va prendre les choses un petit peu différemment. Par exemple, en prescrivant une médiation corporelle. Pour amener la patiente à quoi? Eh bien, à se sentir autrement. À se sentir autrement et à pouvoir apprendre un petit peu mieux, de façon sécure, parce qu'organisée par des soignants, avec des soignants, ressentir de manière plus sécure tout ce monde-là qui fait partie d'elle, qui lui paraissait si étranger, mais qui est le monde des sensations, des perceptions, des émotions, et peut-être, en bout de course, des sensations, des perceptions, des émotions, des sentiments. Voilà. Ça commence par quoi? Les sensations, c'est par exemple une patiente qui nous dit « j'ai froid ». Ça, c'est une sensation. Une sensation. Et au début du soin, du massage ou de l'enveloppement thérapeutique, la patiente souvent va nous dire « j'ai froid ». Et puis, au fur et à mesure des séances, elle va associer d'elle-même cette sensation « j'ai froid » au sentiment. J'ai peur que vous m'abandonniez. Et j'ai peur que quelqu'un qui devrait être là ne soit pas là. J'ai froid. Je vous sens loin de moi, bien que vous soyez près. Vous voyez ça? Ça, c'est la froideur. C'est la froideur dans les sentiments. Ah, c'était presque une illustration clinique, mais elles en passent presque toutes par ce chemin. Perception, sensation, perception, émotion, sentiment. Mais il faut du temps. Il faut du temps, voilà, et il faut du tendre. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire une qualité de relation suffisamment disponible, suffisamment bienveillant, sans jugement, c'est-à-dire en dehors d'une méthode trop protocolisée, en dehors d'une méthode trop méthodique. J'en dirais un seul mot, peut-être, enfin, je pourrais répondre à des questions tout à l'heure. Mais les enveloppements thérapeutiques. En fait, dans notre département de pédopsychiatrie, les médiations corporelles, celles dont je parlais tout à l'heure, celles dont je commençais à parler, massage, enveloppement thérapeutique, ça a commencé par les enveloppements thérapeutiques. Je
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ça, mais les enveloppements thérapeutiques, c'est une vieille histoire. Ça date peut-être du 19e siècle, et encore, c'était là bien avant. C'est cette idée que être emmailloté, être tenu comme ça aide à être rassemblé, à rassembler le sens de sa propre identité, à ne pas avoir le sentiment d'être explosé, de partir en morceaux, de s'effilocher, les grandes angoisses de morcellement des psychotiques. Hein, voilà. Ça aide à lutter contre ces angoisses-là. Alors ça a une vieille histoire, bien entendu. Ça a été plus ou moins théorisé au 19e siècle. Ça faisait partie du traitement moral en France. Et puis il y a un psychiatre français au 20e siècle, Paul Civadon, qui a rethéorisé ça. C'est tombé un peu dans l'oubli. Et c'est revenu en Europe par l'intermédiaire des États-Unis, un certain Woodbury, qui a théorisé ça, l'enveloppement thérapeutique, chez le patient psychotique, adulte psychotique toujours. Hein. Il n'est pas question d'autiste, il n'est pas question d'adolescent, à cette époque-là. Et Woodbury ramène une théorisation, une protocolisation en quelque sorte des enveloppements thérapeutiques plusieurs fois par semaine sur des séries qui durent 15-20 séances qui doivent être reconduites. Ce qui fait que ça pouvait durer très longtemps dans le temps pour le patient psychotique. Woodbury vient faire quelques cours en France, notamment dans le 13e arrondissement à Paris. Le 13e, c'est eux qui inventent la politique de secteur. Hein, voilà. Et puis à partir de là, ça essaime dans différents endroits. Et il y a des soignants de Montsouris qui, dans les années 80, vont se former à cette technique des enveloppements thérapeutiques, pensant qu'ils vont pouvoir les appliquer à l'adolescence. Mais à ce moment-là, c'est plutôt l'adolescent psychotique. Effectivement. Donc, très rarement, la patiente anorexique, voilà, ou le trouble limite. Et puis, c'est dans un second temps, si vous voulez, que cette pratique du packing, des enveloppements thérapeutiques, a été essayée, mise en place pour des patients plus jeunes que les adolescents et des patients autistes, avec différents protocoles de recherche, différentes techniques, différentes pratiques, qui ont créé le scandale il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais des associations de parents se sont fait entendre et ont beaucoup décrié les enveloppements thérapeutiques en parlant de séances de torture. Voilà. Alors, tout doit être discutable. Tout doit être discutable. Je dirais certainement pas que ces parents, dont beaucoup de psys ont trouvé qu'ils étaient absolument outranciers, que ça n'allait pas du tout de véhiculer des trucs comme ça. Je pense que la psychiatrie, elle a beaucoup progressé parce qu'elle n'est pas restée uniquement dans les mains des psychiatres. C'est-à-dire le travail des associations de parents, je ne sais pas s'il y en a ici, mais peut-être, c'est fondamental. C'est fondamental pour nous aider à quoi ? Notamment à être compréhensible, c'est-à-dire à ne pas poser des choses qui sont un peu hors sol de la société, des familles, et qui sont acceptables, qui sont compréhensibles. Le problème des enveloppements thérapeutiques, c'est qu'ils ont été décriés dans leur ensemble, quelle que soit l'indication à une époque, avec même des politiques qui s'en sont saisis, qui ont réclamé des moratoires sur les enveloppements thérapeutiques. En fait, je pense que le problème de l'autisme, c'est qu'à la différence des adolescents, ces enveloppements thérapeutiques ont été prescrits à des patients qui ne pouvaient pas par eux-mêmes rendre compte de ce qui s'y passait. Donc à partir de là, tout un tas de projections, de fantasmes, de représentations comme ça ont pu circuler dans la tête des parents sur qu'est-ce qu'on faisait à leur enfant. D'autant plus que ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment pris en compte, d'autant plus que qui doit apporter du tendre? Qui doit emmailloter les enfants? Ce sont les parents. C'est-à-dire que ce soin est quand même susceptible d'activer très vite, plus l'enfant est jeune, une espèce de conflit de loyauté. Mais qui doit être au plus près du corps de l'enfant? Ce n'est pas tellement les soignants, ce n'est pas tellement les psys. Naturellement, ce sont les parents, qui peuvent se sentir très vite disqualifiés si quelqu'un prétend prendre cette place-là, auprès du corps de l'enfant. Moi, quand j'ai près de moi une famille, dans mon bureau de consultation, et que, comme la plupart du temps, celui pour lequel on s'est déplacé, c'est un adolescent ou une adolescente,
exemple clinique minimal, il arrive que cette adolescente ou cet adolescent se mette à bouger sa jambe dans tous les sens, enfin à montrer comme ça que vraiment c'est pas possible ce que disent les parents, c'est la grande angoisse, etc. On a tous vu ça. Il m'arrive assez souvent, maintenant en mettant du gel avant de le faire, hein, de façon un peu démonstrative, mais de poser ma main sur la jambe, comme ça. C'est-à-dire d'essayer d'assurer très vite une contenance. Et quasi démonstrativement, je le répète, devant les parents. Et les parents, que ce soit un adolescent ou une adolescente, la plupart du temps, ils ne me disent rien. Mais rien du tout. Ils n'ont même pas de regard un petit peu effrayé, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors que si le patient était un enfant très jeune, je n'irai pas. Je n'irai pas. C'est la place des parents de s'occuper du corps de leur enfant. Donc, pour prescrire des médiations corporelles à l'adolescence, on a eu, nous, la tâche un peu plus facile de nous adresser à des adolescents. Les adolescents, c'est un peu moche, hein, mais on peut appeler ça en termes savants le contre-Oedipe. C'est un peu comme si, souvent, ils sécrétaient en eux quelque chose d'un peu répulsif pour leurs parents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, les parents se sentent beaucoup moins concernés, comme ça, par être aux premières loges de ce qui se passe dans le corps de leur adolescent. Et donc, on a une petite place à prendre. C'est facilité. Alors, sur les enveloppements thérapeutiques, ce que je peux vous dire, c'est que l'on continue à prescrire des enveloppements thérapeutiques aux adolescents. Plutôt, l'indication de l'enveloppement thérapeutique, ça reste l'indication de Woodbury, l'indication historique, je dirais, c'est les angoisses de morcellement. La désorganisation dans la pensée. Donc, ce n'est pas tellement le trouble limite, ce n'est pas tellement la patiente anorexique. À la limite, celle-là, elle est trop organisée. Vous voyez, il y a un contenant, c'est son propre corps. Voilà, il y a un contenant qui est ferme, qui est dur, qui est rigide. Bon, on ne voit pas forcément l'intérêt de remettre un contenant autour. Ça va passer plutôt par le massage, la médiation corporelle de l'anorexique. Mais juste vous dire ceci, pour ce qui est des enveloppements thérapeutiques, c'est que depuis qu'on en prescrit à Montsouris, ça fait une vingtaine d'années, on n'a jamais eu de soucis avec les ados, ni avec leur famille. Et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, parce que les ados peuvent rendre compte de ce qui se passe à cet endroit-là. Et donc témoigner, partager avec leurs parents et ne pas faire de notre prescription un objet bizarre, étrange, voire peut-être une torture. Néanmoins, on est très précautionneux avec les médiations corporelles, que ce soit les enveloppements thérapeutiques ou les massages, c'est-à-dire que lorsqu'on en prescrit, on va toujours expliciter un peu, pas tout, mais on va expliciter à l'ado ce qu'on attend. On attend un apaisement, on attend qu'il se sente mieux. Hein. Et on va expliciter aussi aux parents. On va demander un accord, et même un accord écrit, c'est une prescription, un accord écrit de la part des parents. Donc à partir de là, vous voyez, cette médiation corporelle, elle est toujours en quelque sorte enveloppée elle-même par l'assentiment, par l'accord des parents. Ça, c'est très important. Vignette clinique, on prescrit un massage à une adolescente boulimique, impulsive, addictive, enfin tous les trucs de la sémiologie borderline. On prescrit ça, c'est une adolescente qui vit avec sa maman seule. Pour le dire vite, on pourrait appeler ça une espèce de dyade fusionnelle. Enfin, je dis bien sûr très, très vite, hein, mais après la première séance de massage, la mère de la patiente, nous rapporte un rêve que sa fille a fait. Sa fille l'a réveillée dans la nuit pour lui dire « Ah, j'ai fait un cauchemar, maman, j'ai rêvé que quelqu'un me plantait un coup de couteau dans le dos. » La masseuse se sent pas très bien, parce que ce rêve, c'était la nuit suivant la première séance de massage. Qu'est-ce qu'elle a activé? Quel danger
finalement, elle a fait vivre à cette patiente en venant la toucher comme ça, en venant la masser. On a pu en parler comme ça, dans les termes avec lesquels je vous parle là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a imaginé? Ça a dû la perturber quand même, cette première séance de massage. On a pu en parler à la mère et à sa fille. Voilà, très simplement, sans faire d'interprétation encore une fois, mais juste laisser les choses ouvertes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû susciter de l'angoisse. Et chez vous, madame, alors qu'est-ce que vous en pensez? Machin truc, vous nous faites confiance au moins, enfin, des trucs comme ça. Le contrat de confiance, je dirais. Hein. Voilà. Ça, on en parle et on sollicite expressément les parents là-dessus, sur la confiance qu'ils peuvent nous accorder. Donc, voilà, c'est une question de tact, peut-être, ces médiations corporelles. Hein, ce n'est pas du toucher envahissant, intrusif, c'est une question de tact qui va pouvoir exister parce qu'il va être appuyé sur une explicitation auprès des familles, un accord des parents, et explicité sur également un contenant institutionnel, une équipe soignante qui sait ce qu'elle fait, hein, et qui est d'accord, en principe, avec la prescription de médiation corporelle. Bon, je reprends les choses par le début. Quand est-ce qu'on prescrit une médiation corporelle et pourquoi et pour qui? Donc vous avez compris, je le disais tout à l'heure, 2 types de médiation corporelle, enveloppement thérapeutique réservé à des grands états de désorganisation ou parfois ce qui vient tenter de colmater les états de désorganisation, les grandes automutilations. Voilà, avec des résultats plutôt bons en général. Je parle des organisations et également des mutilations, des scarifications, des choses comme ça. Généralement, la conduite de mutilation s'arrête après quelques séances. Les massages sont prescrits lorsque le patient a un peu plus de contenance. Il n'est pas désorganisé. Mais on pourrait davantage avoir l'impression qu'il n'est pas organisé. C'est-à-dire, il lui manque quelque chose, il lui manque une zone de langage intérieur pour comprendre ses propres émotions. Et donc, un peu comme si on lui adressait, un peu comme s'il était en proie à une langue étrangère, la langue des émotions serait pour lui une langue étrangère, eh bien le masseur, le praticien des médiations corporelles, va devenir traducteur de ce monde d'émotions qui passe par les sensations, par les perceptions, par les émotions, peut-être par les sentiments. Et il va traduire à partir de quoi le tenancier des médiations corporelles? Il va traduire à partir du massage. Comment ça se passe en vrai? On voit un patient. En pratique, tous nos patients limites devraient bénéficier de massage. Or, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours faisable, parce que ça s'engage dans un soin d'assez longue durée. Il faut du temps pour que ça prenne sens, pour que ça prenne corps, ces émotions. En général, il faut bien avoir 4 mois devant nous, je vais dire ça, en général, voilà. Oui, c'est assez long. À l'unité de jour, nous avons une durée moyenne d'hospitalisation actuellement de 4-5 mois, c'est à peu près ça. Mais seulement, même si cette médiation nous paraît très utile, combien de temps, Monsieur Guingamp? 10 minutes. Même si cette médiation nous paraît très utile, elle ne peut pas être prescrite d'emblée. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir quelqu'un dans une institution de soins et très rapidement lui dire « Ah ben toi, massage ». Pourquoi? Parce qu'il faut que ce patient ait suffisamment confiance en nous, c'est-à-dire ait déjà sorti suffisamment de tact institutionnel pour avoir confiance dans un tact plus concret. Sinon, on va favoriser les fantaisies à type de couteau dans le dos, les choses comme ça, et puis ça va s'enquister, et puis le patient, de toute façon, il ne va pas se passer grand-chose de grave. Hein. Eh bien, il va se passer que le patient va refuser le massage. On va se mettre dans un état qui rendra ce massage pas possible. Merci à vous. Donc, il faut que le patient ait une certaine habituation institutionnelle et qu'en quelque sorte, on ait fait nos preuves auprès de lui et auprès de sa famille. Évidemment, un adolescent tout seul, ça n'existe pas, c'est-à-dire on ne reçoit pas d'ado sans recevoir les familles, et puis on prescrit un certain travail familial, toujours. Alors voilà, on a l'impression que le patient, comme tous les états limites, il vit à côté de ses pompes, il vit à côté de son centre de gravité,
Il vit à côté de son propre monde émotionnel, auquel il ne comprend rien, qui serait une espèce de chose inassimilable, pourtant qu'il a en lui. Et puis ça le terrorise de l'intérieur, ça le persécute. Ça alimente des passages à l'acte pour moins sentir, ou bien certaines conduites restrictives, certaines défenses à type de couvercle. Le faux self, dont je parlais tout à l'heure. Je vais juste, sur les 10 minutes qui me restent, il m'en reste toujours 10, sur les 10 minutes, je vais prendre 3 minutes pour le faux self, si vous voulez bien. Parce que je trouve que c'est une expression absolument problématique, et que c'est une expression qu'on doit à Winnicott, qui est évidemment un génie clinique, thérapeutique, Winnicott, mais je trouve, c'est un avis personnel que je partage avec vous, qu'il faut s'en méfier de ce Winnicott. C'est-à-dire il a un style tellement onctueux, tellement à certains moments facile, que c'est très bien de lire Winnicott, mais il faut le lire de manière critique, absolument. La fameuse tendance antisociale n'est certainement pas antisociale, elle est plutôt antisociale. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un geste pour solliciter que son environnement le reprenne en main, on ne peut pas dire que c'est antisocial. C'est fait pour ramener au contraire du social. Le faux self, pareil, je pense qu'il faut le critiquer. Parce que dans les équipes, on entend souvent ça. Ah oui, elle est fausse, c'est de la façade, c'est pas du vrai. On entend tout ça. C'est le concept de faux self. Et en fait, le faux self, c'est quand même avant tout des vraies qualités. C'est être capable de s'adapter, c'est être capable de prendre appui sur son environnement, mais un peu trop, évidemment. C'est-à-dire au passage, le patient faux self, celui qui, comme tous nos états limites, a appris à décoder beaucoup mieux, beaucoup plus vite les besoins de son environnement, plutôt que ses vrais besoins à lui, et qui donc a laissé ses vrais besoins en friche. Il ne sait même pas ce que c'est que ses vrais besoins. Par contre, décoder les besoins des autres, il le sait très bien. Ça, c'est le patient faux self. Et c'est ce genre de patient qui, à l'adolescence, lorsque les exigences corporelles, pubertaires, physiologiques et le besoin d'orientation, que ce soit l'orientation sexuelle, l'orientation scolaire, etc., là, ça se fait sentir avec beaucoup plus d'intensité. Si ce patient a construit un faux self, c'est-à-dire qu'il ne sait pas décoder ses propres besoins, il va être très embarrassé. Naturellement, ça va clasher. Ça va pas pouvoir bien se passer, cette affaire-là. Mais seulement si on renvoie durant le soin à ce patient, si on pense un peu trop fort que ce patient est faux, qu'il n'est que façade, ça va quand même nouer une alliance thérapeutique un peu étrange. Je crois que ces patients, ils ont besoin d'entendre qu'en fait, ils ont de vraies capacités de décoder leur entourage, de vraies capacités de s'adapter, de vraies capacités à prendre appui sur leur environnement, mais en chemin, ils ont tellement développé ces capacités-là, cette sensibilité-là tournée vers l'extérieur, qu'en chemin, ils n'ont pas suffisamment appris à décoder leurs besoins à eux. En vrai, le faux self, c'est plutôt ça. Et ça, c'est une indication de massage. Voilà, ça, c'est l'indication de massage. C'est-à-dire, on va vous apprendre à sentir autrement et à sentir un peu mieux vos vrais besoins, à partir de ce que vous pouvez ressentir. Alors, par exemple, là, le dernier massage que j'ai prescrit, vignette clinique, peut-être un cas un petit peu particulier, mais enfin... Non, il y en a deux d'ailleurs, c'est la même semaine, c'était la semaine dernière. C'est pas seulement parce que je venais vous parler, mais c'est comme ça, on les prescrit à l'unité de jour, il y a entre 40 et 50 patients, donc on prescrit assez régulièrement les massages. Donc il y a cette fille qui multiplie les conduites sexuelles à risque, et qui nous raconte que ça va comme ça, qu'on se préoccupe de cette affaire-là. Elle y voit pas grand mal. D'ailleurs, elle sent rien du tout. Voilà, une indication de massage. On va vous proposer quelque chose qui vous amène quand même à sentir un petit peu autrement ce qui se passe en vous, à sentir un petit peu autrement votre corps. Pour expliciter ceci aux parents, on se contente souvent de phrases un petit peu minimales parce que si on en dit plus aux jeunes et aux parents, on donne un peu le mode d'emploi, on donne une sorte de méthode et je pense que dans ces médiations corporelles, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas trop de méthode, il faut laisser la place à la surprise pour laisser éprouver.
Parce que si on en dit trop, finalement, on stimule à nouveau ces patients dans ce qui marche très bien pour eux, une certaine forme d'intellect, l'intellect cognitif, on pourrait dire comme ça, hein, et on va passer à côté du lâcher-prise qu'on essaye enfin d'obtenir. Donc on n'en dit pas trop, on dit genre, vous savez, on va vous prescrire ça, ça va durer un certain temps, vous verrez avec telle personne qui pourra vous masser, vous trouverez un créneau dans vos emplois du temps réciproques pour que ça soit 1 fois par semaine, le temps qu'il faudra, et vous allez voir, ça vous entraînera à sentir un petit peu mieux ce qui se passe sur votre peau, à la surface de vous et même à l'intérieur de vous. Et puis, vous verrez peut-être que mieux sentir, ça finit par faire se sentir mieux. Comme ça, ouais, donc c'est très concis hein, comme formulation, c'est très condensé, mais en fait c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Sentir mieux égale se sentir mieux. Il y a une phrase de Beckett dans un roman, je ne sais même pas s'il faut dire roman, dans L'Innommable, un Samuel Beckett qui interpelle un peu son lecteur, à un moment qui lui dit « Dites-moi ce que je sens, je vous dirai qui je suis ». Ça pourrait être une phrase « Dites-moi ce que je sens, je vous dirai qui je suis ». Ça pourrait être une phrase qui serait en exergue de toutes les publications ou de toutes les conférences sur les médiations corporelles. Voilà. Alors après, la question, il y a 2 grandes questions. C'est pour bientôt conclure et laisser la place aux questions. Mais souvent, il y a 2 grandes questions. C'est quelle est la technique de massage? Massage californien, hawaïen, strasbourgeois. Bon. À la bière. Bon. Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas de technique à proprement parler. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est un massage un petit peu bien-être, si vous voulez, où en fait, ce qui est important, c'est que, et encore tous les masseurs ne sont pas toujours d'accord, mais moi je crois que c'est important, ce qui est important, c'est qu'il y ait des huiles de massage. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui représente une petite épaisseur entre les mains du soignant et le corps du soigné. Sous-entendu, on n'y va pas à main nue. Ça diminue un peu le niveau d'angoisse. Hein, voilà. Qui est toujours activé au début de la prescription, hein, le niveau d'angoisse. Et après, le masseur doit avoir, ou la masseuse doit avoir un échange avec le patient pour savoir si le patient va accepter de se mettre en sous-vêtements et d'être massé corps entier. Lorsqu'on y arrive d'emblée, c'est plutôt très bien. Plutôt très bien. Corps entier et massage, un peu un massage type bien-être, où le masseur ou la masseuse va nommer les différentes parties du corps qui sont massées. Et lui, cet adulte-là, historiciser un petit peu le massage, c'est-à-dire dire « Ah bah là c'est détendu, là c'est pas détendu, là c'est froid, c'est chaud, la dernière fois c'était pas tout à fait comme ça, etc. » Raconter un petit peu une histoire, mais encore une fois, sans faire d'interprétation très savante. Mais raconter une histoire, sans vouloir en faire trop, pour dégager une espèce, parfois c'est juste une espèce d'enveloppe sonore, on pourrait dire, où ce qui compte c'est plus qu'il y ait une certaine mélodie qui émane du soignant, plutôt qu'un sens très particulier. Hein. Mais pour faire quoi? Pour aider l'adolescent progressivement à se saisir de son propre corps comme s'il se saisissait d'une histoire, hein, c'est-à-dire d'un monde de représentation. Voilà, à cet endroit-là. Après, le masseur peut demander aux jeunes de se contracter à certains endroits, de contracter ses muscles, etc., de bouger, d'aller dans tel sens, d'imprimer aux membres une certaine résistance par la main, etc., et lui demander toujours ce qu'il sent. Voilà. Le massage dure en principe 30 minutes, c'est à peu près ça. Hein. Et puis, ça se termine et chacun vaque à ses occupations. L'enveloppement thérapeutique, pour dire un mot, c'est beaucoup plus, c'est autrement protocolisé. Hein. L'enveloppement thérapeutique, il faut 3 soignants. En général, c'est 3 soignants. C'est limité dans le temps, c'est une dizaine de séances. Ça peut être reconduit 1 fois. À la différence des pratiques plus historiques ou telles qu'elles se font encore dans pas mal d'endroits, on prescrit toujours une durée pour les enveloppements thérapeutiques. À la différence du massage où il n'y a pas de durée.
On prescrit une durée parce qu'on a constaté que l'enveloppement thérapeutique, c'est une telle mobilisation des soignants qu'on ne peut pas les laisser se mobiliser comme ça ad vitam aeternam. 3 soignants réunis pour un corps trop fin, 3 soignants réunis dans une même pièce pour un seul patient, c'est aussi très coûteux en termes de disponibilité soignante. Tout ceci peut entraîner des problèmes institutionnels, et puis le vrai problème, c'est la démotivation des soignants quand les soins durent trop longtemps. Donc c'est borné dans le temps aussi pour ça. Le massage, ça n'est pas borné. Le massage, ça va s'arrêter d'un commun accord lorsque le patient est davantage capable de parler de lui, lorsqu'un signe clinique assez tangible, lorsque le patient montre davantage de signes de recherche de confort, comme s'il avait acquis, ce patient, un autre sens proprioceptif, un autre sens de sa propre position dans l'espace. Il fait un peu comme moi, il se demande s'il est bien installé, etc., machin truc, il cherche du confort. Et ça veut dire que le patient, il n'est plus dans cette espèce de monde à 2 dimensions, dont on a enlevé l'épaisseur chez l'anorexique. Il n'est plus dans un monde à 2 dimensions, il est dans un monde à 3 dimensions. Il a acquis un autre sens de sa propre épaisseur, ce qu'on peut mettre en relation avec une épaisseur émotionnelle, comme ça, un monde interne qui est un peu mieux constitué, un peu plus solide, un peu plus épais, un peu mieux organisé. Et généralement, cette épaisseur va se donner à voir d'ailleurs dans d'autres activités. C'est ça qui se passe dans une unité de jour ou souvent dans une unité de soins. C'est ce qu'on fait à un endroit va porter ses fruits à un autre endroit. C'est aussi pour ça qu'une qualité essentielle des soignants, à mon avis, ça doit être la modestie. Il ne faut pas en attendre trop. Il faut attendre que ça profite ailleurs. L'idéal, c'est que ça profite à l'intérieur de la famille, que ça profite dans la scolarité, dans la vraie vie, quoi. La vraie vie, elle n'est pas à l'hôpital, bien sûr. Mais souvent, lorsque la médiation corporelle commence à porter ses fruits, eh bien, cette épaisseur va se voir dans l'atelier modelage, par exemple, dans l'atelier sculpture. Ce patient qui faisait des tout petits trucs, tout rabougris, ou en 2 dimensions uniquement, l'assiette, eh bien, ce patient va s'attaquer autrement au volume. Et ça veut dire qu'il a acquis en lui-même un sens autre du volume, de sa propre épaisseur psychique. Je propose de m'arrêter là parce que je suis très prolixe et puis je vais arrêter là parce que je suis sûr qu'il y a des questions. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été assez clair dans cette introduction. Merci pour votre excellente introduction. Donc, juste avant, alors ceux qui ont des questions brûlantes, gardez-les au chaud, je vous laisse la parole juste après. Ce serait, pour ceux qui éventuellement découvriraient l'association ce soir, je la présente en quelques mots. Donc ARTA est une association régionale, régionale donc pour l'Alsace, essentiellement pour l'Alsace, qui existe depuis 22 ans, gérée par des parents et des professionnels, et dont la mission historique a été le soutien et l'information de l'entourage, puis ensuite des patients et du grand public, à travers l'extension des groupes de parole et, depuis 2011, la mise en place de cette conférence annuelle, toujours de grande qualité. Nous avons un site internet, arta.com, qui se veut le plus complet possible pour relayer l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin, et toutes les conférences sont disponibles en ligne. Alors juste pour information, le film de ce soir, c'est uniquement ce que vous voyez. Vous voyez, il y a un petit problème technique. Voilà, donc ça sera surtout essentiellement audio. Alors je voudrais profiter de cette toute petite tribune pour rappeler que nous faisons depuis des années déjà un appel aux dons sur notre site, et donc j'en refais un ce soir. Nous avons besoin de vous pour continuer nos missions. On ne fait pas de profit, l'argent récolté sert à payer les psychologues qui animent les groupes, à payer le conférencier et à couvrir les frais de fonctionnement. Nous avons 2 donateurs, un donateur institutionnel qui est la CARSAT Alsace-Moselle, et un club service de Colmar, le club Kiwanis Hollandsbourg. Le reste provient des adhésions, des dons ponctuels des particuliers. Donc chaque année, nous sommes ric-rac, et j'ajoute que la région nous prête la salle, qui normalement est payante, donc c'est une manière de subvention de la région également. Alors donc, bien que cette conférence fasse office de grand-messe annuelle pour nous,
Je ne vais pas passer dans les rangs et faire la quête, hein, mais juste pour à titre d'exemple, si chacun, on est 100 ce soir, hein, si chacun d'entre vous donnait 10 ou 20 euros, on pourrait financer un nouveau groupe pour un an. Donc, allez sur le site et laissez-vous gagner par votre générosité. Et si vous sentez avoir à faire un don dès ce soir, faites-le, on se tient à votre disposition à la sortie pour répondre éventuellement aux questions que vous vous posez encore sur notre fonctionnement. Voilà. Donc j'ouvre officiellement la séquence d'échange avec la salle suite à cet exposé extrêmement riche et passionnant. Alors qui veut commencer? Je me lance. Par rapport au massage, c'est n'importe quel soignant qui peut les pratiquer ou il faut une petite formation? Oui, merci de cette question. C'est comme pour toutes les médiations. Il faut que le soignant se sente suffisamment à l'aise. Voilà. Après, comme pour beaucoup de médiations, une formation n'est pas inintéressante du tout. Mais pour moi, avec un peu de pratique, j'ai l'impression que les formations, finalement, aident surtout le soignant à s'autoriser. Et à ce titre, c'est bien, c'est nécessaire. Hein. Mais plutôt que la formation lui apporte quelque chose d'indispensable à sa pratique. Hein. Mais ça me fait penser que ce que je n'ai pas explicité, c'est effectivement le cadre institutionnel de cette prescription de massage. Ça vaut un peu pour les enveloppements thérapeutiques, pour les médiations corporelles. C'est-à-dire qu'il faut que le soignant se sente à l'aise. Voilà. S'autorise lui-même. Pour qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il se sente absolument appuyé, lui aussi, sur ce qu'on appellerait l'enveloppement institutionnel. C'est-à-dire que la médiation corporelle, c'est une prescription médicale. Donc si c'est prescrit, c'est que le médecin en attend quelque chose. Le soignant peut y aller en confiance. Souhaitons qu'il s'entende bien avec le médecin, le soignant. Hein, ça marche mieux comme ça. Il faut que le soignant ait une supervision aussi. C'est-à-dire quelque chose, un espace de parole qui l'aide, d'abord qui le stimule très concrètement à prendre quelques notes à la fin de chaque massage. Ça, c'est essentiel parce que ça aide le soignant à se déprendre du pré ou de l'infraverbal, on pourrait dire. Hein, c'est-à-dire ce matériel comme ça, éminemment projectif, qui passe à l'intérieur du soignant, à l'intérieur de son propre corps. Hein. Quand un soignant, très généralement, les massages, une fois que l'attitude un peu anxieuse du patient, souvent compensée par des défenses un petit peu maniaques, genre « Ah oui, non mais moi, le massage, ça me fait pas peur. Ah, on me demande de me foutre à poil, pas de problème, je le fais tout le temps. » Voilà. Des trucs comme ça, qui semblent activer un matériel, je vais le dire un peu vite, sexuel un peu chaud. C'est l'adolescence, c'est les troubles limites. Généralement, dès la première séance, ça s'apaise, ça n'existe plus. Et ce que va découvrir au bout de ses doigts le masseur ou la masseuse, c'est plutôt des sensations quasi traumatiques, à type non pas d'intrusion, non pas d'envahissement, mais plutôt de lâchage. Hein? Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire par des vécus projectifs où le masseur, pendant un certain temps, va avoir l'impression qu'il ne sert à rien, voire même qu'il n'est rien, qu'il n'est plus rien, qu'il est là, mais il ne sait pas pourquoi il masse, l'autre ne réagit pas, c'est comme un corps inerte. Ça inertifie, si vous me permettez le néologisme, ça inertifie sa propre pensée, ça inertifie sa propre identité de soignant. Au bout d'un moment, le soignant se demande qui il est. Et ça, c'est un vécu projectif. C'est la raison pour laquelle on a prescrit le massage. Le patient ne sait pas qui il est. Et les choses sont passées comme ça. Pour aider le soignant à se déprendre de ces vécus émotionnels très forts qui viennent du patient, eh ben, c'est plutôt une bonne chose qu'il prenne quelques notes. Comme ça, il sort de cet infraverbal bouillonnant, malmenant, et il se raccroche à son petit cahier, prend quelques notes, n'a pas bougé, je me suis demandé ce que je faisais là,
Et puis, il faut aussi qu'il y ait une supervision, c'est-à-dire un espace de parole qui va rendre utile aussi ces notes et qui va favoriser le fait que le masseur puisse garder un certain nombre de choses en tête sans les exprimer de façon agie au patient. Il n'a pas besoin puisqu'il a quelqu'un à qui il va en parler à la fin du mois, par exemple. Ce qu'on pourrait imaginer, un soignant pas très averti, qui n'a pas de supervision et qui s'en prenne un peu à son patient parce que le patient ne bouge pas, le renvoie à quelque chose de trop inerte. Non, là, ça ne va pas se passer parce que le soignant sait qu'il va pouvoir en parler en supervision. Et puis tous ces vécus, cette existence des vécus projectifs, c'est quand même bien d'être au courant par avance, donc à l'occasion d'une formation. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Pourriez-vous nous expliquer de manière un peu plus pratique l'enveloppement thérapeutique? Alors, c'est un tissu mouillé qu'on met sur la personne, il reste combien de temps dedans? Il est tout seul? C'est tout le corps? C'est une partie? Enfin, je visualise pas trop Ah oui, vous avez raison. Concept. Non, mais j'attendais ces questions pour formaliser un petit peu mieux, enfin pour les objectiver un petit peu mieux. L'enveloppement thérapeutique, tel que ça se pratique à peu près partout, hein, je pense, c'est un enveloppement froid. C'est-à-dire que le patient doit rentrer à l'intérieur de draps et de serviettes qui auront été mises à refroidir quelques instants auparavant. De quelle manière? Tout simplement, eh bien, un drap et en principe 4 serviettes, j'essaye de répondre de la façon la plus précise possible. Un drap et 4 serviettes sont plongés dans un bac à glaçons. Ah oui, mais vous en avez pas besoin. Ça vous fait ça. Le patient, il va le vivre autrement. Je vous assure. Quoique. Donc, 4 serviettes, un drap mis dans un bac à glaçons. Sortie essorée à peu près un quart d'heure avant la séance de Pâques à proprement parler. Néanmoins, ça arrive assez froid dans la chambre du patient. C'est sa chambre. Il n'y a pas de salle réservée. Enfin, à l'unité de jour, ça veut dire que c'est des patients qui viennent que pour la journée. Nous n'avons pas de lit. Enfin, nous en avons un pour une salle de repos ou une salle qui sert à l'infirmerie. Quand nous avons besoin de prescrire des enveloppements thérapeutiques, on se sert de cette salle de repos. Dans les autres unités de soins, c'est la chambre du patient. Donc, un mot que je n'ai pas pu utiliser aujourd'hui, mais peut-être je pourrais dans la discussion, un mot clé de toutes ces médiations corporelles, c'est l'intimité. Hein? Là, lorsque c'est dans sa chambre, les soignants sont dans l'intimité du patient, d'emblée. Le lit du patient est recouvert on utilise deux polaires. Un drap plastique, comment on appelle ça? Une sorte d'alaise, hein, vous voyez ça? Les deux polaires, l'alaise, pas une alaise qui fait plein de bruit quand on se tourne. Enfin, on a choisi un modèle un peu doux, un peu tendre, je dirais. Et puis le drap qui a trempé précédemment dans le bac à glaçons est posé là. Et le patient est invité à se coucher en sous-vêtements là. Et une fois qu'il est couché, il y a 3 soignants auprès de lui qui entourent chacun de ses membres avec les 4 serviettes. Et ensuite, le patient est invité à rassembler ses membres le long de son corps et le drap, celui qui avait été précédemment refroidi, enveloppe l'ensemble du corps et ramené comme ça pour envelopper l'ensemble du corps du patient. Voilà. Alors ça produit quoi? Ça produit un peu ce que vous faisiez tout à l'heure, c'est une sensation de froid en principe tout de même. Certains patients extrêmement morcelés, extrêmement dissociés sont coupés de cette sensation élémentaire du froid. C'est-à-dire que de façon assez remarquable, au sens où ça se remarque tout de suite, ils n'éprouvent pas le froid. Ils n'éprouvent pas le froid. Il n'y a aucun signe qui évoque le froid, et puis d'autres vont le sentir. En règle générale, le froid va quand même se faire sentir au bout d'un certain nombre de séances. Et puis surtout, ce qui se fait ressentir grâce à cette technique du packing, c'est pas tant le froid que le réchauffement. Évidemment. Ce qu'on veut, c'est que le patient sente le réchauffement, je dirais, corps entier, se concentre sur ses sensations et puisse en dire quelque chose aux soignants qui sont là, qui sont dans une attitude un peu comme l'attitude du masseur ou de la masseuse, dans une attitude de disponibilité bienveillante pour échanger avec lui.
Si le patient ne veut pas parler de ses sensations, ce n'est pas grave. D'une manière ou d'une autre, les soignants réussiront à en parler à un moment. Voilà. Concrètement, on prescrit dans ces grands états de désorganisation, de mutilation, de dissociation, donc plutôt des états psychotiques. On prescrit une dizaine de séances. Voilà. Au bout d'une dizaine de séances, à raison de 2 séances par semaine, en général, on prescrit une deuxième série de PAC. Toujours une dizaine de séances comme ça, après un intervalle libre de 1 semaine, 15 jours, comme ça, hein, pour laisser le patient souffler un petit peu. C'est une intensification du soin. Hein. Il a 3 soignants à son chevet aussi, avec cette technique. On laisse le soignant et puis on laisse les soignants et peut-être le soigné aussi souffler un petit peu. Et puis on considère, c'est la théorie de l'après-coup finalement, que ce qui a commencé à être vécu, senti, enregistré à l'occasion d'une première série va être mieux compris à l'occasion d'une deuxième série. Et c'est ce qu'on voit en vrai. Alors après, cette technique du packing peut ouvrir. Le but, c'est que le patient soit moins... le but, c'est que le patient soit apaisé, quoi, qu'il n'ait plus d'angoisse de morcellement, qu'il n'ait plus d'angoisse psychotique. Et parfois, ce n'est pas une règle, mais assez souvent, la technique des enveloppements thérapeutiques va déboucher sur une prescription de massage. C'est-à-dire quelque chose, c'est réorganisé là, minimalement. Le patient a moins de morcellement, donc un peu plus de contenance, et je dirais ça peut passer au massage. Voilà pour ce qui est de la technique à proprement parler. Oui, je voudrais juste, parce que je pense que beaucoup ici peut-être découvrent la méthode. Donc très concrètement, il y a donc les serviettes, le drap donc, qui momifie un petit peu, et après il y a des couvertures. Non, d'accord. Parce que bien souvent, voilà, c'est ça. Bien souvent, il y a des couvertures qui peuvent faciliter ou accélérer un petit peu le réchauffement. C'était juste pour préciser. Je suis vraiment interpellée et surprise d'entendre parler de massage pour un anorexique. Notre fille a toujours refusé de se faire toucher, même par moi, où c'était vraiment très très compliqué. Et souvent, j'avais envie de lui faire un massage. J'avais envie de l'approcher et de la caresser et d'essayer de l'apaiser. Mais elle a toujours systématiquement refusé. Aujourd'hui, et ça commence seulement maintenant à changer un petit peu, elle est enceinte, elle va avoir un bébé au mois de janvier. Et pour elle, c'est difficile de se mettre de la crème sur le corps, de se mettre de l'huile sur le corps et de ce corps qui est en train de transformer. J'étais vraiment très intéressée par le sujet de cette conférence parce que pour moi, c'était aussi la jeune femme anorexique qui voit son corps se transformer parce qu'elle va donner la vie. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que j'ai peut-être pas pu faire pour ne pas arriver à essayer de l'approcher, de la caresser et de l'apaiser. C'est vrai que votre intervention fait penser, ce que j'ai peut-être pas assez dit, ce que j'ai appelé au début de l'exposé le tendre. Eh bien, il y a beaucoup de patients et de patientes, hein, mais c'est pas que les filles non plus. Toute cette sémiologie comme ça limite, où tout ce qui nous paraîtrait tendre, vous parliez de crème tout à l'heure, hein, le patient va le ressentir, mais vraiment comme quelque chose de brûlant. Comme quelque chose de brûlant. Hein. Et ce sont des enfants qui, assez tôt, ont pu surprendre leur entourage par le fait qu'ils n'étaient pas très câlins. Comme si la moindre embrassade, le moindre rapproché, était effectivement perçu comme une brûlure, ce qui alimente tout un tas de choses très compliquées, parce que en fait, les parents, les proches, eux, ils veulent apporter du tendre. Ils voient bien que ça suscite comme ça une sorte de réaction quasiment allergique, ou en tout cas de brûlure. Hein. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent ça me brûle. Ils le disent très, très concrètement. Alors, bon...
je ne peux pas vous apporter de réponse définitive à la remarque que vous faites. Mais je crois que là où il faut faire très attention pour tous nos jeunes gens, c'est effectivement que les besoins du corps soient suffisamment nourris, pas seulement par les parents, mais aussi par un système plus vaste, par l'ensemble du système qui prétend s'occuper des enfants, que ces derniers temps, notamment avec les contraintes sanitaires, on s'est un peu écarté du corps, du relationnel tendre comme ça, et que ça, il va falloir le retrouver. On ne peut pas décemment miser trop sur les cours à distance, sur la distance toujours, les téléconsultations, etc., etc. Il faut du relationnel un peu chaud, du relationnel qui parfois sera vécu comme brûlant peut-être, mais un beau jour peut-être bien qu'il va se passer quelque chose qui fera, avec un interlocuteur plus neutre, quelque chose fera que, à la place de la brûlure, il y aura un peu plus de tendre possible. Voilà. Bon, je réponds un peu vite, mais je vous fais part de ma préoccupation, moi, avec ces contraintes sanitaires récemment, et puis ce qui commence à être publié, là, actuellement. Il y a un dossier, par exemple, cette semaine, il me semble, dans la presse grand public, dans Télérama, sur la sédentarité des jeunes gens, etc. Les jeunes gens ne font pas assez travailler leur corps. Les jeunes gens ne font pas assez travailler leur corps, on ne les aide pas assez là-dedans. Et ce qu'on pourrait appeler, peut-être en termes trop savants, l'intégration pulsionnelle, c'est-à-dire tout ce chemin que j'ai essayé de tracer aujourd'hui entre la sensation, les perceptions et les sentiments et la capacité de se raconter des histoires, et bien ce chemin d'intégration est, je trouve, pour nos jeunes, de plus en plus difficile. Et quand c'est difficile, peut-être pour des raisons génétiques à la base, peut-être parce que c'est des jeunes qui viennent au monde déjà avec un certain tempérament tourné vers l'excès de sensations, eh bien, lorsque l'intégration, en tout cas l'intégration pulsionnelle est difficile, eh bien, les choses restent un peu sur le plancher, au niveau de sensations qui sont vécues comme terribles, terrifiantes, insuffisamment familiarisées, insuffisamment domestiquées. Et dans ces cas-là, plutôt que du tendre, eh ben c'est de la brûlure. Plutôt que de la créativité, c'est de la destructivité, etc., etc. Et je trouve que là où je suis très préoccupé, moi en tant que pédopsychiatre et pédopsychiatre d'ado, c'est d'avoir l'impression que actuellement notre monde s'organise pour stimuler beaucoup les jeunes gens, leur faire oublier au passage qu'ils ont un corps, que ce corps, il faut qu'ils apprennent à s'en occuper, il faut qu'ils apprennent un peu à intérioriser, à ne pas passer tout de suite à l'acte, que la satisfaction immédiate, ça peut être retardé, etc., etc. Et qu'on habitue nos jeunes gens à tout un tas de bombardements sensoriels dont petits n'ont pas les moyens psychiques de savoir en vrai ce que c'est. Et donc tout ça nourrit des grands courants d'excitation, racines de destructivité, racine de difficulté finalement à savoir un petit peu, mais au fond qui je suis, moi. Bon, je le dis vite, mais c'est un sujet qui me préoccupe. Voilà. J'avais une question. Tout à l'heure, on parlait de temps. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent les ados être pris par ce temps, de se dire que voilà, il faut que ce soit vite fait. À quel moment vous mettez en place ces contrats ? Les fameux contrats que vous mettez en place pour le poids. Pour ce qui est de l'anorexique, en général, on met en place un contrat de poids lorsque le poids est en dessous le BMI 16, qui atteste un état de dénutrition déjà avéré. Voilà. Et là, effectivement, on dit qu'on va prendre le temps. On dit qu'on va prendre le temps et il faut que la famille aussi dans son ensemble accepte ce temps qui est à prendre. Et généralement c'est un temps qui est douloureux parce que par exemple c'est un temps où la scolarité ne peut plus avoir lieu. Alors on essaye de travailler avec la scolarité, avec des structures scolaires pour qu'il y ait quand même un aménagement de la scolarité. On essaye de construire actuellement une école à l'intérieur de l'hôpital. Voilà. Pour pas couper le jeune de façon défavorable d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour lui. Mais en termes de contrat, on va un peu serrer les choses de façon assez comportementaliste, finalement, lorsque le BMI est en dessous 16. Après, généralement, lorsque les anorexiques reprennent du poids, lorsqu'on s'oriente plus vers des fonctionnements limites un peu classiques, comme je le disais tout à l'heure, le jeune peut passer à l'unité de jour. Là, le principe de l'unité de jour, c'est d'être ouvert sur l'extérieur et surtout de personnaliser le soin.
j'ai failli dire individualiser le soin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jeune a un emploi du temps qui lui est spécifique. Il y a certains jeunes qui viennent que le matin, d'autres que l'après-midi. On essaye d'avoir cette souplesse-là. Parfois, certains jeunes, à la fin de leurs soins, ne viennent plus que pour continuer leur massage. Et tout le reste du temps, ils sont à l'école, dans leur famille, etc. Hein, voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir pu ouvrir à un moment, d'avoir pu créer une sorte de parenthèse sur qu'est-ce qui se passe à l'adolescence lorsqu'elle est douloureuse, lorsqu'elle est souffrante. C'est le fait que l'adolescent, en vrai, n'est pas un adolescent. Il reste un enfant, il reste assigné à des espèces de chaînes de destin traumatiques. Voilà, les choses se répètent et il faut qu'il puisse se saisir lui, il faut qu'il puisse récupérer son propre bien, il faut qu'il puisse construire une vraie intimité, débarrasser des mandats parfois trans, intergénérationnels qui pèsent sur lui. Donc se mettre un peu à l'écart, l'hospitalisation temps plein crée cette parenthèse. Et puis après, ça peut continuer par un soin un peu plus ouvert en hôpital de jour. Quand je disais individualiser, pour poursuivre ce que je viens de dire, en fait, j'aime pas trop ce mot individualiser. Je l'emploie là parce que je pense que chacun imagine ce que c'est un emploi du temps individualisé. Mais je préfère très nettement dire personnalisé. En fait, le plus possible, on renvoie l'idée au patient, même si tout ça prend un peu de temps, un temps pas protocolisable d'emblée, mais on renvoie au patient l'idée qu'on va l'aider à devenir une personne. Hein ? Et pas un individu. Hein? Être une personne, c'est autre chose qu'être un individu. Voilà. Les massages peuvent être commencés aussi au moment des contrats? Oui. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Oui. C'est un vrai espace de thérapie, le massage. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais de cette patiente, certaines patientes très amaigries, même avec sonde, comme ça, à un moment où il y a encore un contrat tel que le patient peut entendre parler des choses à cette époque-là. Ce dont il peut entendre parler, comprendre, c'est le poids. Il a encore une estime de lui-même centrée sur des choses chiffrées. Le poids. Donc on est obligé d'emprunter un petit peu le langage du patient pour se faire comprendre. Mais progressivement, on ajoute quelque chose. À l'intérieur d'une phase de contraste, ça peut être la prescription d'un massage déjà. Mais pourvu que le patient ait suffisamment confiance dans le tact autour de lui. Voilà. Faut pas, comme je le disais tout à l'heure, il faut une certaine habituation institutionnelle pour faire confiance au masseur ou à la masseuse. Tout à l'heure, vous avez parlé... Je suis là. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une sorte de contamination, sensationnelle ou émotionnelle entre les patients et son soignant. Oui. Voire peut-être on peut voir un peu plus entre les patients et l'équipe. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous observez effectivement au niveau de l'effet de travailler auprès de ces publics, les jeunes anorexiques, boulimiques, et en effet sur des soignants qui travaillent auprès d'eux? Parce qu'en fait, c'est intéressant, il semble que parfois il y a vraiment un lien entre les difficultés au fonctionnement de la personne soignée et les soignants. Oui, ça me fait penser à plein de choses, votre question. Il y a toujours un grand psychiatre à Lyon qui s'appelle Jacques Hockman, qui avait parlé du pouvoir de contagion des maladies psychiques. Et il osait dire que les équipes qui s'occupaient d'autistes devenaient un peu autistes. De façon curieuse, celles qui s'occupent de troubles du comportement alimentaire, généralement, aiment beaucoup parler de l'alimentation. Aller au restaurant, faire des trucs comme ça, ça se voit beaucoup. Bon, d'une part, évidemment, les addictologues, généralement, ont des troubles du comportement et sont des gens qui passent à l'acte. Enfin bon, ça se voit, ça, toutes ces choses-là. Ils sont dans l'impulsivité. Bon, il y a deux... Première chose, c'est on ne choisit pas la filière dans laquelle on exerce par hasard, quoi. Il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous attire là-dedans. Hein, voilà. Autre point, plus important, bien sûr, c'est ce que je décrivais tout à l'heure en utilisant le terme de projection. C'est que les grandes émotions sont contagieuses. On ne sait pas très bien comment ça marche, hein, cette affaire-là. C'est quand même assez mystérieux. Mais les émotions sont contagieuses. Les émotions sont des maladies contagieuses et elles peuvent contaminer les soignants. C'est très simple. C'est-à-dire, si j'ai immédiatement à côté de moi quelqu'un qui est très, très anxieux, cette anxiété, je vais la sentir en moi. Je vais la sentir en moi.
Hein, on peut parler de projection, pourquoi pas d'identification projective, etc. Mais ça, ce sont des termes techniques. Mais en vrai, prosaïquement, ces émotions, on sait bien qu'elles sont contagieuses. Elles circulent comme ça, d'un corps à un autre. Hein. Et dans les institutions de soins, eh ben ouais, elles circulent. Et donc, ce qui est très important dans une institution de soins, je pense, en pédopsychiatrie, c'est d'une part de savoir ça, que les émotions sont contagieuses, qu'il y a des choses du fonctionnement du patient qui vont nous atteindre, hein, voilà. Et il faut pouvoir s'en débarbouiller, hein, voilà. C'est-à-dire inventer une sorte de dispositif qui nous aide à ne pas être trop envahi par ça, voire être guidé, téléguidé par ces émotions qui viennent de quelqu'un d'autre et qui nous pousseraient à des passages à l'acte, par exemple. Hein. Tout à l'heure, je donnais un exemple limite grotesque de passage à l'acte, mais quelqu'un qui, au cours d'un massage, aurait envie de dire à la patiente « mais bouge-toi un peu ». Voilà, bouge-toi un peu. Cette patiente qui, par ailleurs, est hypertonique, ne cesse de se bouger pour contrecarrer son vécu de vide. Donc ça, il faut inventer des dispositifs. Alors, je donnais une piste tout à l'heure, inventer un dispositif pour analyser, avoir un peu de recul sur ses propres sentiments, sur ses propres sensations, c'est par exemple la supervision. Mais avant ça, moi je dirais ce qui est précieux dans les institutions de soins psychiatriques, c'est la qualité des liens, la qualité du relationnel entre les collègues. Et se connaître suffisamment, se faire suffisamment confiance pour se parler en vrai. C'est-à-dire dire en fin de journée, mais moi là, je suis fatigué. Hein? C'est fatigant de s'occuper du soin psychique. Je suis fatigué, j'en ai marre, celui-là, il m'a fait vivre ceci, cela, et pouvoir le partager à des collègues. Et je pense que ce qui est précieux, effectivement, c'est pas seulement se connaître bien, mais c'est aussi institutionnaliser ces temps d'échange, sans attendre trop, sans attendre la synthèse à la fin du mois, quoi. À l'unité de jour où je travaille, nous avons une réunion d'équipe chaque fin de journée, hein, où la consigne est claire, c'est raconter que chacun raconte un peu ce qui s'est passé pour lui dans la journée. Hein, voilà. Donc c'est du temps qui n'est pas dévolu aux soins actifs auprès des patients. Les patients ne sont plus là, ça dure 3/4 d'heure. Hein, mais c'est une réunion qui est absolument fondamentale pour pouvoir partager ça, mettre en circulation. Moi j'ai ressenti ça. Et puis quelqu'un d'autre qui dit « Ah oui, mais moi, ça me fait penser à ça, moi, il m'a fait ça. » Voilà. Et se connaître suffisamment bien pour dire des choses qui paraissent aussi bêtes que « il m'a fait ça ». Parce que ça, les soignants qui ne sont pas très sécures, ils n'osent pas dire des trucs comme ça. Or, en fait, en vrai, ça se passe comme ça. Hein. Et moi, j'ai pris l'habitude de remercier, en particulier pour les médiations corporelles, de remercier les soignants qui peuvent dire « il m'a fait ça », enfin « il m'a fait ressentir ça ». Vous voyez, ce soignant qui pourrait inhiber sa propre parole parce qu'il penserait « oh là, non, mais je ne vais pas le dire parce que c'est naïf, je vais me faire juger ». Vous voyez ? Il y a deux grands écueils, il y a deux grandes zones de difficulté dans le soin relationnel. C'est le soignant qui n'y comprend rien. Ça arrive parfois dans nos institutions, on a un soignant qui ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi il est là, il a peur des ados, et ça arrive. Et celui-là, bon, faut en faire quelque chose avant qu'il aille voir ailleurs. Et puis un autre écueil, c'est le soignant qui est trop expérimenté. C'est-à-dire qui n'est pas assez naïf, qui ne se laisse plus traverser, et qui va toujours avoir une interprétation, un avis sûr sur ce qui est en train de se passer. Bah, celui-là, il est un peu grillé, en fait. Hein. Et il faut essayer d'une manière ou d'une autre de le remettre dans le jeu, c'est-à-dire de le remettre un peu dans la naïveté. Pas facile non plus. Que pensez-vous de la sophrologie dans la prise de conscience du schéma corporel et dans les sensations qu'elle peut développer chez la personne? Il y a plusieurs approches, hein. J'aurais pu parler de l'EMDR, de différentes choses comme ça, la sophrologie, toutes ces approches sont bonnes. Ce dont je me méfie, c'est les approches qui vont, c'est pas forcément la sophrologie, c'est plutôt certaines techniques de relaxation. Ce dont je me méfie, c'est certaines techniques qui vont trop activer le possible conformisme du patient. Et c'est-à-dire que le patient va sembler investir la médiation, mais en vrai, ça va manquer de surprise. Ça va être trop protocolisé.
Et le soignant, comme je le disais tout à l'heure, il semble en manger, il est là, mais en fait, il ne s'en nourrit pas. En fait, en vrai, il est ailleurs. Et beaucoup de patients, en particulier les anorexiques, m'ont raconté que dans certaines institutions, ils avaient des activités de relaxation. Et ils avaient un soignant qui leur disait, petit groupe, comme ça, assis en rond, en tailleur, enfin comme ils voulaient. Et le soignant leur disait, pensez à une image calme, apaisante, la mer. Enfin, souvent, c'est la mer qui vient dans ces cas-là. Et les patients anorexiques, même celles qui ne sont pas forcément tendues par l'hyperactivité, etc., la plupart du temps me racontent, mais en fait, en vrai, on n'y était pas. On était ailleurs. Mais le soignant, lui, avait l'impression d'avoir affaire à des patients très calmes. Et souvent, ces soignants un peu naïfs reviennent d'activité en nous disant « Ah, c'était un bon groupe, ils étaient bien calmes. » Mais en fait, ça passe à côté des vrais besoins. Vous voyez, le patient, il est parti. Le patient, il a besoin d'être surpris. Voilà. Et le massage, ça le surprend autrement. La sophrologie, encore une fois, le MDR, d'autres techniques peuvent être tout à fait utiles pour faire travailler cette intégration, ce que j'appelle l'intégration, c'est-à-dire comment on passe de la sensation à la capacité de se dire « Ah oui, j'ai eu froid, mais c'est peut-être qu'en fait, on m'a mal accueilli et c'était un accueil trop froid. » Vous voyez ? Ça m'a permis de dire un petit mot sur ces pseudo-soins qui ne dépendent pas tant de la méthode, mais comment on va exercer la méthode. Voilà. Et c'est des patients, alors je vous disais tout ce que je pensais du faux self tout à l'heure, mais il faut faire attention à ces patients qui nous donnent l'impression parfois d'être très preneurs, très preneuses, mais qui en fait, ils ne sont pas en vrai. Donc on a 3 minutes pour une toute dernière question. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu une question. J'avais laissé ouverte, mais j'attendais une autre question, moi. Vous pouvez vous la poser à vous-même et puis y répondre. Non, mais peut-être elle va venir. J'avais pensé à la question sur la sexualité, sur les feux de l'amour, sur ça va flamber. C'est-à-dire s'approcher du corps de ces adolescents, mais qu'est-ce que, mon Dieu, ça va réactiver, hein? Voilà. Et j'ai souvent des questions comme ça, mais enfin, vous les touchez. Et alors, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas des plaintes même? Version light de parler de ça, c'est est-ce que vous ne favorisez pas des réactivations traumatiques, hein? Qui dit patient limite, souvent chez les patients anorexiques, mais plus souvent chez les patients borderline, dit antécédents traumatiques. Et parmi ces antécédents traumatiques, une assez grande fréquence d'abus sexuels. Donc tout ça pourrait rendre très périlleux, comme ça, en théorie, hein, la prescription de médiation corporelle, et puis pas que la prescription, enfin l'établissement de la médiation corporelle, se tenir au plus près d'un corps très dévêtu et poser ses mains sur ce corps. Eh bien, en fait, encore une fois, la plupart du temps, ce qu'on observe, quelle que soit la médiation corporelle, c'est un apaisement. D'une part, tout à l'heure, je parlais d'une toute petite vignette clinique, la patiente qui arrive là et qui dit « Ah, mais moi, je me déshabille tout le temps, etc. » et en fait, qui se calme dès la première séance. Hein, parce que, grâce au tact des masseurs et au tact de l'institution, c'est comme si le patient comprenait à quel niveau ça se situe. Ça ne se situe pas au niveau du sexuel génitalisé ou du sexuel adulte, hein, auquel on peut penser, nous. Ça se situe plus du côté, effectivement, des besoins premiers du corps, des besoins de tendre, des besoins d'emmaillotage, des besoins d'être dans un contact peau à peau avec quelqu'un d'autre, pour enfin se sentir. Hein. Par exemple, mais c'est une préoccupation, j'attendais cette question, parce que c'est une préoccupation que les soignants ont souvent, et même dans les équipes qui pratiquent les médiations corporelles. Moi, j'ai souvent, par exemple, il y a souvent quasiment à chaque fois, l'anorexique, lorsqu'elle est massée, à un moment, elle va dire, sous les mains du masseur, elle va avoir une phrase du genre « Ah, j'ai peur de devenir grosse ». Elle est encore en 2 dimensions, hein, mais j'ai peur de devenir grosse. On évoque ça dans une réunion d'équipe, il y a forcément quelqu'un de l'équipe qui va dire « Elle a peur d'être enceinte ».
être grosse égale être enceinte. Mais en fait, c'est pas du tout ce que dit la patiente. En vrai. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Être grosse pour la patiente anorexique, ça veut dire éclater de l'intérieur, perdre le contrôle, hein, avoir un plaisir sans limite. Alors peut-être ça parle de sexualité, peut-être ça parle d'une certaine angoisse de la jouissance, peut-être on pourrait aller jusque-là. Mais en vrai, c'est pas du tout être enceinte, ça se passe pas à ce niveau-là. Bien, je pense qu'on peut chaleureusement remercier Johan Loisel d'avoir su nous partager un peu de sa riche expérience. Je pense qu'on aurait tous aimé pouvoir continuer un peu plus longtemps, mais il faut qu'on quitte la salle maintenant. Et si vous avez besoin de discuter, faites-le plutôt à l'extérieur. On remercie encore donc Jean Rotner et la région pour le prêt gracieux de cette magnifique salle. Et moi, je vous dis à l'année prochaine.